Bonsoir et bienvenue pour ce point spécial élection présidentielle française. Nous sommes en direct de Paris. On voit derrière moi les Invalides, la Tour Eiffel, les toits de Paris pour 1h30 d'émission avec dans moins de 30 minutes les résultats tant attendus. Quels portraits vont s'afficher parmi les 12 candidats au trône présidentiel? Eh bien, on le saura, ce sera dans moins d'une demi-heure. À 20h, on aura aussi la réaction de Jean-Marie Le Pen à ces résultats, fondateur du Front National et père de celle qu'on dit peut-être présidentiable, Marine Le Pen. Nous accueillerons également le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ainsi qu'Elisabeth Lévy, Alexandre Chevalier et Gilles Clavreul. Bienvenue à toutes et tous pour cette soirée exceptionnelle présidentielle française sur l'aimant bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir sur ce plateau. Philippe Val, toujours à nos côtés. Merci Philippe. Et bienvenue chez vous, à Paris, une fois n'est pas coutume. Bienvenue. Bienvenue aussi à nos compatriotes, Céline Varra, sénatrice verte, et Christian Lucher, député PLR, c'est l'équivalent Les Républicains, je traduis pour mes amis français, ce soir, qui nous vient de Genève. Gérard Miller, célébrissime psychanalyste et chroniqueur actuellement chez LCI, et aussi proche de Jean-Luc Mélenchon. Frédéric Ancel, vous serez notre expert neutre ce soir, géopolitologue. Merci. Et enseignant à Sciences Po Paris, Sandrine Rousseau, soutien de Yannick Jadot, bonsoir, soutien de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, et Rachel Kahn, autre figure, bonsoir, du monde médiatique et intellectuel français, proche de Emmanuel Macron, le président sortant ce soir. Et je commence par vous, Sandrine Rousseau, parce que vous allez devoir continuer dans quelques minutes votre marathon médiatique. Je commence par vous en vous demandant justement, alors l'écologie reste quand même une préoccupation majeure des Français, malgré le contexte, malgré la guerre, pourtant très absente du programme des candidats, très absente de cette campagne et très absente aussi peut-être des votes, parce que si les résultats tout à l'heure confirment les sondages, votre candidat Yannick Jadot, c'est peu de pourcents. Comment est-ce qu'on explique ça ? Bon, on l'explique de plein de manières différentes déjà parce que en fait il y a un débat politique qui s'est concentré sur des thèmes qui sont pas forcément les thèmes qui favorisent l'écologie, et on a très peu parlé climat alors même qu'il y avait le rapport du GIEC, mais surtout au-delà de ça, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques, il y a eu une manière de parler qui n'a pas permis de mettre l'écologie au cœur des préoccupations électorales, et pourtant c'est dramatique en fait, c'est absolument dramatique parce qu'on a 5 ans pour agir, on a même 3 ans selon le GIEC, et on a vu que ça n'existait pas dans aucun des discours politiques, à part évidemment l'écologie et Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, on va choisir, on a été amené à choisir en fait sans savoir quels étaient les programmes des candidats et candidates sur l'écologie, alors que c'est un des défis majeurs des années à venir. Donc là, on est passé complètement à côté de la plaque et complètement à côté de l'obstacle aussi que ça représente, parce que c'est un obstacle. Mais est-ce que vous n'êtes pas passé aussi à côté du bon candidat et peut-être même du bon programme, Jean-Marc Jancovici, grand prêtre de l'écologie aujourd'hui en France, décerne les meilleurs points à Jean-Luc Mélenchon et pas au programme de votre candidat Yannick Jadot concernant l'écologie. Est-ce qu'il n'y a pas eu erreur de casting aussi ? C'est pas moi qui vous demander poser cette question, mais en tous les cas, candidate à la candidature. Non, mais je vais pas répondre à cette question. Mais par contre, ce que je peux quand même dire, c'est qu'il y a un regret dans cette campagne, c'est l'union de la gauche, qui, je pense, fait partie de ces arlésiennes du débat politique français, c'est-à-dire qu'on en parle. Maintenant, je pense qu'il va falloir la faire, et je pense qu'à l'aune des résultats, s'ils se confirment ce soir, il va falloir vraiment réfléchir à restructurer et faire en sorte que l'Assemblée nationale soit déjà le premier pas vers cette restructuration de la gauche, faire en sorte qu'il y ait un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des députés de gauche et écologistes en masse qui fassent contrepoids à ce qui s'annonce. Mais comment faire ça ? Comment traduire mieux justement l'écologie politique dans les mois, les années à venir, et par qui ça va passer ? En discutant, en n'étant pas chacun dans son couloir, et en faisant en sorte que la gauche gagne aussi une forme de bataille culturelle, parce que là on a vu qu'on jouait sur le terrain des adversaires politiques, et on n'est jamais bon quand on est sur le terrain des adversaires. Yannick Jadot est toujours le bon candidat, le bon porteur du message. Là, à partir de ce soir, je pense que voilà, donc on verra
pour la suite, mais je suis pas sûre à partir de ce soir. Je suis pas complètement sûre qu'il soit au second tour, donc on verra. Oui, en tout cas, il n'est pas donné dans les sondages. Et puis, justement, si ce soir les résultats confirment aussi les sondages, on annonce un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Ma langue a fourché. Dans ce cas-là, justement, vous allez faire quoi? Appeler à voter qui? Barrage ou pas barrage? Mais moi, personnellement, je voterai Emmanuel Macron. Après, Emmanuel Macron a une responsabilité lourde dans la montée de l'extrême droite. Il a banalisé l'extrême droite durant tout son mandat. Il a humilié le peuple de l'écologie et de gauche. Et maintenant, s'il nous appelle ce soir à faire barrage, il ne peut pas nous avoir humiliés pendant 5 ans comme il le fait et appeler à faire barrage comme ça. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à travailler de l'ordre d'une forme d'union nationale. Et là, on en discutera dans les jours qui viennent. Donc Marine Le Pen, présidente, c'est quelque chose qui éventuellement vous laisserait faire? Je vous ai dit que non. Moi, j'ai dit que moi, personnellement, je voterai Emmanuel Macron. Mais on ne peut pas, au nom d'un barrage, uniquement au nom du barrage, appeler à voter Macron quand on a été humilié pendant 5 ans comme ça s'est fait. Et donc là, maintenant, c'est à Macron. La balle est dans le camp de Macron. Est-ce qu'il est capable d'entendre ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il est capable de modifier sa politique? Est-ce qu'il est capable de donner des gages? C'est ça qu'on va voir dans les jours qui viennent. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Rousseau. Vous allez devoir nous laisser. Et merci de nous avoir accordé quelques minutes. Bonne suite de marathon. Merci. Et nous accueillons Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen qui nous rejoint en plateau. On arrive, voilà. Jean-Marie Le Guen. Bonsoir. Socialiste, encore, un des rares, qui n'a pas encore quitté le navire. Ancien secrétaire d'État sous François Hollande, député et conseiller de Paris. Alors, avant de tirer le bilan de votre candidate, Anne Hidalgo, j'aimerais vous faire réagir à un chiffre qui a été absolument déterminant dans cette élection, la participation. Elle est ce soir, il y a beaucoup de frayeur, mais elle est ce soir apparemment autour des 75 Français, là je parle en Suisse, pour 75% de Français ont voté. Justement, Rachel Kahn, à votre avis, c'est un bon chiffre et à qui va-t-il participer, à qui va-t-il profiter? Non, c'est-à-dire qu'on s'alarme justement sur le taux d'abstention. Moi, je pensais très sincèrement qu'après les municipales, qu'après les régionales, ça aurait pu être pire. Ceci dit, pour le second tour, il va falloir mobiliser. On sait très bien qu'on est dans une crise démocratique depuis plusieurs années, on le sait très bien. Maintenant, cette citoyenneté, on a quand même de la chance par rapport à ce qui peut se passer dans le monde de pouvoir voter. Donc il va falloir mobiliser, quel que soit le vote, mais de voter, de permettre aux citoyens d'aller exercer son droit et son devoir. Alors justement, Jean-Marie Le Guen, cette participation qui est presque celle de 2017, qui rentre en tout cas dans une certaine moyenne, ça profite à qui en général une participation acceptable? Si j'étais, je ne le suis pas, un sociologue électoral, je dirais que c'est en général les gens qui sont le plus éloignés du vote et donc les milieux les plus populaires qui en général s'abstiennent. Et c'est donc, je pense que d'ailleurs il faut relativiser. Vous avez raison de dire que finalement le score est moins mauvais qu'attendu ou que redouté en tout état de cause. Donc ce qui montre d'ailleurs et ce qui va peut-être créer un certain nombre d'effets avec des résultats de candidats qui ont pu s'appuyer d'ailleurs sur cette dynamique ou cette présence électorale. Voilà. Maintenant, il est certain aussi que, on peut vous dire à travers la campagne électorale, cette campagne n'a pas permis véritablement d'unifier relativement les Français. On voit bien que tous les candidats qui sont là sont toujours très opposés les uns aux autres. Et donc le rassemblement se fera de façon difficile d'une part et très partielle d'un certain point de vue. Ce qui pose un problème plus fondamental au-delà du résultat des élections, qui est tout à fait important, mais qui pose le problème de savoir comment le pays va trouver une forme d'acceptation, d'orientation. Voilà, ce qui serait quand même terrible, c'est qu'on sorte de ces élections. Il y a des élections législatives aussi. Madame Rousseau en parlait avant moi. Si on sort tout de ce processus sans avoir été capable de penser une façon de faire société politique ensemble, on risquera, me semble-t-il, d'avoir à ce moment-là tout un tas de difficultés
sur le plan social notamment, qui ne feront pas avancer les choses. Donc il y a vraiment à faire un travail, me semble-t-il. Alors vous me direz, c'est quand même paradoxal, vous sortez d'une élection, théoriquement ce travail aurait dû être fait, de fait, vraisemblablement il n'a pas été fait. Il va falloir retrouver les moyens de rassembler, j'allais dire 2 Français sur 3, ce qui est pas si simple apparemment. Alors, juste encore un mot sur la participation. C'est vrai que là, les Français étaient affolés, même s'imaginaient une participation extrêmement faible à 65, mais c'est des scores qui font rêver, non, en vue de suivre Céline Barra et Christian Lucher. Oui, bien sûr, ça fait rêver, mais on voit aussi ce qu'on peut constater, c'est qu'en Suisse, ce qui a fonctionné en 2019, ce qui a fait que les gens se sont rendus aux urnes, c'est qu'on avait 2 thématiques vraiment extrêmement fortes, qui étaient la thématique égalitaire et puis la thématique environnementale. Et puis, comme ça a été très bien expliqué par Sandrine Rousseau au tout début de l'émission, on n'a pratiquement pas parlé de l'environnement. D'ailleurs, moi, je déplore que le président en place, Emmanuel Macron, n'en fasse pas une thématique primordiale. Il le devrait. Le rapport du GIEC est vraiment accablant de ce point de vue-là. J'espère que s'il est réélu, eh bien, il en fera une priorité. Et je pense que ça, clairement, c'est extrêmement motivant de voter pour un élu qui a ces problématiques fondamentales en première ligne, notamment pour les jeunes, notamment pour les femmes. On voit que c'est un électorat qui est attiré. Mais bien sûr, je pense que c'est vraiment un pourcent qui fait rêver. Nous, quand on atteint 40-45% en Suisse, on est vraiment content. Voilà. Christian Lucher. On l'a vu aujourd'hui encore, on avait une élection extrêmement importante dans le canton de Vaud, où le gouvernement a basculé à droite, donc il y avait un véritable enjeu, et on est tous très satisfaits parce qu'il y a eu 39% de participation. On considère que c'est beaucoup dans notre pays. Mais il est vrai que chez nous, nous votons à peu près tous les 3 mois sur beaucoup de sujets. Nous votons plus que nous élisons, soit dit en passant, en tout cas à un rythme plus fréquent, et c'est clair que ça relativise complètement cette différence de taux de participation, mais ça me rassure quand même que vous trouviez que 75%, 75 pardon, est un taux satisfaisant. Chez nous, ce n'est plus arrivé dans des élections fédérales depuis quand depuis un siècle environ, j'imagine. Environ un siècle. Ouais. Évidemment, je suis ravi de commencer. Je suis évidemment ravi de commencer cette émission en me disant que les Français peuvent réussir à faire rêver les Suisses, mais vous me permettrez de vous dire qu'il faut peut-être attendre un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on peut prendre le chiffre global. Maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus de vieux que de jeunes, par exemple, et j'appartiens plutôt aux vieux, donc je considère que ça ne serait pas forcément une réussite. Est-ce que c'est beaucoup plus les villes que les campagnes? Enfin, avant de savoir si c'est un bon résultat, il faut quand même, et je sais qu'on va être dans ce débat-là, dire à nos amis suisses que cette élection a quand même été une élection invraisemblable pour les Français que nous sommes. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, c'est que pendant tout un temps, les questions abordées n'étaient pas les questions principales de la majorité des Français, à savoir l'immigration, le grand remplacement et autres fadaises absolues, et qu'ensuite, on va dire à cause de la guerre en Ukraine, moi je vais dire grâce à la guerre en Ukraine pour les macronistes, le débat a été complètement squeezé. Alors évidemment... Non Pardon ? Non, je sais pas, il y a peut-être une instrumentalisation. Il n'y a aucune instrumentalisation. Je pense simplement je ne suis absolument pas dans la notion d'instrumentalisation. Ce ne sont pas eux qui je vais me poser la question, c'est pour ça que je la posais. Mais si vous voulez, moi qui suis un petit peu de temps en temps à la télévision française, je vois, lorsqu'on veut consacrer 100% d'un débat à un sujet, par exemple au moment du Covid, nous étions à 100% Covid et Philippe, nous étions souvent sur la même chaîne de télévision, je me disais mais on pourrait quand même parler d'autre chose. Et quelle que soit l'invraisemblable gravité, le drame absolu de l'Ukraine, que pendant tout un temps, ça ait complètement squeezé le débat français, vous me permettrez de dire que sans qu'il y ait de complot, je le regrette. Donc invraisemblable, parce qu'en effet, il y a quelque chose dont les Français ont été privés. Du coup, c'est en effet admirable, on peut dire comme ça, qu'il y ait encore autant de gens après qu'on les ait quand même d'une certaine façon dégoûtés de la politique, pour des raisons qu'on abordera peut-être, c'est quand même sans doute étonnant qu'il y en ait encore 75% qui acceptent de considérer que la démocratie parlementaire, la démocratie élyséenne, c'est important. Justement, Frédéric Ancel, en quoi est-ce que la guerre en Ukraine a joué dans cette campagne et mobilisé ou pas pour cette votation? Alors, il y a toujours plusieurs variables de prise de décision dans l'isoloir, nécessairement. Et la variable principale, c'est ce qui va faire que l'électeur va voter pour tel ou tel. En général, c'est considéré comme très important par les candidats et les candidates. D'ailleurs, là aussi, on a vu, dès le début de la guerre en Ukraine, la plupart, sinon tous les candidats, en faire l'un des points programmatiques principaux, avec d'ailleurs des
des clivages extrêmement forts. On a vu d'ailleurs des sondages qui ont évolué considérablement pendant quelques jours, au début en fait de la guerre, avec notamment un plus pour le président de la République, parce que c'est lui qui faisait en quelque sorte le bouclier de la nation et qui avait les prérogatives internationales pour gérer, entre guillemets, ou co-gérer cette guerre. Et puis on a vu par exemple le candidat Zemmour qui a eu des propos considérés comme durs ou incisifs ou peu humains vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, lui perdre en quelques jours des voix. Mais on constate manifestement, de ce qu'on a pu voir sur les derniers sondages évidemment, que ça n'a pas joué tant que ça. Et en réalité, lorsqu'on prend un peu de recul ou un peu de hauteur, on s'aperçoit que dans la plupart des démocraties, la variable de prise de décision liée à la défense et aux affaires étrangères, mais finalement elle est secondaire. Et elle est très secondaire, et je rejoins ce que vous avez dit. En réalité, aujourd'hui, on le voit bien, ce qui a été le marqueur le plus fondamental, en tout cas des dernières semaines ou des derniers jours, ça a été le pouvoir d'achat. Et si vous me permettez, peut-être une incise sur l'abstention. En France, l'élection reine, c'est évidemment l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que le président de la République ou la présidente de la République dispose de prérogatives extraordinairement importante. Et sur l'ensemble des démocraties, on peut même considérer d'ailleurs que l'Élysée, enfin donc le poste de président de la République française, est certainement celui qui permet à celui qui occupe cette fonction pendant 5 ans de disposer de moyens à la fois économiques, politiques, institutionnels, militaires, stratégiques, extrêmement importants et en réalité plus importants que dans la quasi-totalité, peut-être la totalité des autres démocraties. Autrement dit, lorsque chez nous, à la présidentielle en tout cas, le taux d'abstention est très fort, c'est d'autant plus redoutable qu'ensuite on peut considérer, que des observateurs en tout cas peuvent considérer que l'élection n'a pas été si légitime que ça. Et là, vous imaginez bien que c'est le socle institutionnel de l'État qui à ce moment-là, risque d'être ébranlé. Et vous citiez justement le pouvoir d'achat. Est-ce que la guerre en Ukraine, avec la peur justement que les sanctions économiques, que l'afflux de réfugiés justement pénalise encore plus ce pouvoir d'achat, est-ce que ça a pu influencer un vote ou un autre ? Alors moi je pense que ça a pu jouer parce que, encore une fois, si on se réfère aux toutes dernières estimations et aux derniers sondages, la candidate Marine Le Pen qui a beaucoup joué sur le pouvoir d'achat, le candidat Jean-Luc Mélenchon qui a énormément parlé de social, même si, pas surtout, mais même si ces deux candidats ont été parmi les moins favorables à une intervention forte en faveur de l'Ukraine, eh bien, manifestement, ils s'en sortent bien. Autrement dit, ces candidats, parce qu'ils ont beaucoup accentué leur discours électoral sur les questions de pouvoir d'achat, en pointant d'ailleurs les questions énergétiques, avec le coût, bien évidemment, des énergies, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, leur positionnement ne leur a pas fait perdre de voix. Alors, Apparemment, pour l'instant. On demande toujours aux géopolitologues de savoir qui va gagner la bataille. C'est très difficile par rapport aux historiens, je vous assure. Certains ont eu des mots très durs. Rachel Kahn, on se souvient du mot évidemment provoque de Jean Lassalle en qualifiant de campagne de merde cette campagne de la fureur et du bruit aussi. À votre avis, c'est des mots adéquats justement pour dire ce qui s'est passé ces dernières semaines ? J'aurais rajouté, pour être positive, bonne. Une bonne campagne de merde. Non, mais effectivement, en plus, très tôt, avec Éric Zemmour, dès le début, avec aussi les réseaux sociaux. Parce que le phénomène réseaux sociaux n'a pas aidé sur le débat démocratique, sur le dialogue démocratique, sur des thématiques justement importantes. Des cristallisations, vous parliez des chaînes d'infos, effectivement, des cristallisations sur des sujets où on était finalement dans un temps qui était un faux rythme. Un départ extrêmement tôt, des gens qui se sont désintéressés, les citoyens qui se sont désintéressés complètement de cette campagne, de la radicalité pour justement faire du buzz, et on n'était pas sur des sujets politiques dans un bouleversement du monde, gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, quelle est la vision en fait, quelle est la proposition qui va être faite. En fait, on ne l'a pas eu, ça s'est dilué au sein d'un rythme médiatique qui a été faussé. Vous êtes d'accord, Philippe ? Oui, et l'abstention, elle vient aussi d'une espèce de mouvement général, de désintérêt, qui est tout à fait bizarre, parce que quand même on est à l'Est, rien qu'à l'Est de la France, depuis 1950, il y a eu quand même plusieurs peuples qui se sont soulevés pour avoir des élections démocratiques libres et pluralistes, et qui se sont fait écraser par les chars russes. Je pense aux Hongrois, je pense aux Tchèques, je pense à d'autres aussi, et l'Ukraine, c'est aussi, et on voit les Français
Français qui regardent ça et qui se comportent bizarrement. L'abstention est quand même un scandale démocratique, quoi qu'on en dise, un vrai scandale démocratique. On est passé, si vous voulez, de la liberté guidant le peuple aux enfants gâtés, guidés par l'indifférence. Donc c'est un vrai problème. Et je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Marie Le Guen, sur la façon de se rassembler face au pire ou face à des choses antidémocratiques, ou se rassembler 2 Français sur 3, c'est très difficile, beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans, parce que notamment à gauche, et en partie aussi à droite, on n'est plus d'accord sur grand-chose, sur des choses fondamentales pour la République, à savoir l'Europe, la présence dans l'OTAN, la laïcité, le système démocratique lui-même. Tout ça ne fait plus consensus. Il n'y a plus ce consensus minimal qui fait que les gens se rassemblent pour l'essentiel, même quand on n'est pas d'accord. Là, il y a quelque chose qui relève d'une espèce d'inconscience. Et je pense aussi, comme disait Rachel, que le parasitage de l'opinion par les réseaux sociaux est tout à fait dramatique de ce point de vue-là. Ça fait des clans, ça fait des groupes, et ça fait la France que décrite dans l'archipel français de Jérôme Fourquet. C'est cette France-là qui s'exprime aujourd'hui et qui est une France pas du tout passionnée par son bonheur démocratique. Ça rejoint ce que vous disiez, hein, Gérard Miller? Non, ça ne rejoint fondamentalement pas ce que je dis et ce que je pense. Nous sommes... Non, mais sur le constat, c'est même l'occasion d'expliquer pourquoi, par exemple, jamais je ne dirais ce que vient de dire Philippe à propos des abstentionnistes. Nous sommes en France dans un système incontestablement démocratique, on ne va pas là-dessus faire la moindre nuance, et en même temps où finalement on demande aux Français de voter tous les 5 ans et ensuite de laisser un homme, puisque ça n'est pas une femme, avoir tous les pouvoirs. Comment voulez-vous mobiliser l'opinion? Comment voulez-vous mobiliser les Français? Et c'est pour ça que, personnellement, je pensais que cette 5e République est arrivée à son terme. Évidemment qu'il faut de la démocratie parlementaire, mais il faut aussi d'autres formes de démocratie. Ça a d'ailleurs été un peu... Démocratie à la Suisse. Mais des démocraties à la Suisse, des démocraties comme, à un moment donné, j'ai cru, vous savez... C'est presque du Zemmour. Non, comme j'ai cru au grand débat à un moment donné, dans ma naïveté incroyable, alors que je ne suis pas du tout pour Macron. Je me suis dit, ben voilà une bonne initiative. Or, en fait, ce n'était pas un grand débat. Il est allé parler aux populations et tout le monde était là pour l'écouter. Je souhaite effectivement, pour qu'on comprenne pourquoi les Français se détournent de la politique, je souhaite que la démocratie passe à une 6e République et que dans cette 6e République, il y ait toujours un Parlement, mais il y ait peut-être une assemblée. On a évoqué une assemblée avec des gens tirés au sort, qui ait d'autres formes de participation où les gens soient plus concernés. Donc, Philippe, ne tapons pas sur les abstentionnistes. Qui sait qui en fera partie pour le 2e tour? Nous en parlerons lorsqu'on aura les résultats. Et comprenons que cette 5e République est arrivée à son terme. Oui, alors les résultats, justement, ce sera dans quelques minutes. Dans quelques minutes, moins de 5, hein, on va justement savoir qui seront les finalistes au 2e tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen auront passé ce cap? Est-ce que Emmanuel Macron est en ballottage? La réponse dans quelques instants. Mélenchon 20,5. Le point de retour, dans moins de 4 minutes, nous allons découvrir ensemble le visage des 2 qualifiés pour cette élection de tous les risques. On accueillera aussi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et tout de suite, et évidemment aussi Jean-Marie Le Pen, dont on saura la réaction après ces résultats à 20h. Mais on va poursuivre donc dans cette élection de tous les risques. Jean-Marie Le Guen, vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Gérard Miller, justement, sur le fait que c'était scandaleux aussi, parce que de voter tous les 5 ans. Je crois qu'on pourrait être tous d'accord pour dire que 95% des programmes des uns et des autres sont inapplicables s'ils n'ont pas une majorité à l'Assemblée nationale. Ce que nous oublions tous. Je vais me mettre dans ce cas. Et c'est pour ça que si on veut vraiment plaider pour la 6e République, il faudrait déjà plaider pour dire qu'est-ce qui va se passer aux élections législatives et comment on va faire pour qu'il y ait une majorité ou une minorité dans un sens ou dans un autre. Parce que c'est un propre... Vous savez qu'on a inversé le calendrier, on a mis les élections législatives juste après les élections présidentielles. C'est un hasard de calendrier. Ce hasard de calendrier fait que les élections législatives, et là-dessus je rejoins... tout à fait notre ami, et qui sont complètement écrasés par l'élection présidentielle. Là, ça va peut-être être un petit peu différent, parce que si on regarde vraiment l'éparpillement des candidats d'un côté, l'interrogation démocratique que nous avons tous,
personne ne peut être satisfait ni de ce premier tour, ni peut-être même de ce second tour, j'allais dire. Il y a un goût amer qui nous reste dans la bouche par rapport à tout ça. Alors peut-être que nous allons voter de façon plus stratégique et nous n'allons pas mépriser les élections législatives. Et donc, c'est un appel. Je dirais même plus. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut aller... et moi, je souhaiterais, par exemple, que Emmanuel Macron se prononce, et je ne crois pas qu'il le fera d'ailleurs, mais en faveur de la proportionnelle. On a besoin aujourd'hui en France, pour recomposer complètement le tissu politique, en tout cas j'en suis persuadé, d'aller vers de la proportionnelle. Oui. Bon, toujours est-il que ne caricaturons pas nous-mêmes, et nous-mêmes nous le faisons, les institutions françaises. C'est-à-dire que nous devrions être capables de donner plus de poids au pouvoir législatif. En tout cas, c'est la proposition que je soumets à notre débat collectif. C'était d'ailleurs ce qu'avait l'air de dire Sandrine Rousseau. Pour une fois, il y a un bizarre... Bon, mais c'est vrai, voilà. Je suis d'accord. Le fait est que... le changement constitutionnel qui a mis l'élection présidentielle et l'élection législative en même temps, enfin l'un précédant l'autre, et 5 ans chacun, a enlevé beaucoup de pouvoir à l'Assemblée nationale, et c'est un déficit démocratique qu'il va falloir réparer un jour ou l'autre, parce que c'est vrai, ça crée un malaise réel. Voilà. Mais après, sur l'abstention, on a eu quand même une année avec des primaires au sein des partis, avec aussi une élection populaire, etc., qui a vraiment ennuyé les Français, je crois. C'est-à-dire qu'on était dans des batailles de personnes et pas forcément sur des thématiques fortes. C'est-à-dire des thématiques de cette vision politique pour les 5 ans à venir. Alors, ennuyer les Français ou pas, ce qui est frappant quand même dans cette élection, Frédéric Ancel, c'est que jusqu'à la dernière minute, et tous les analystes, vous, d'autres, encore hier, ne savaient pas combien de personnes allaient voter et est-ce qu'elles allaient voter. Cette volatilité aujourd'hui, c'est très impressionnant, non? Alors c'est impressionnant, mais est-ce que c'est grave? Parce que fondamentalement, si ce sont les sondeurs, si ce sont les chefs de parti, si ce sont les observateurs, si ce sont même les politologues ou les géopolitologues qui font l'élection, c'est pas la peine de la faire. C'est-à-dire que quelque part, le fait qu'on soit très souvent, pas toujours, mais très souvent surpris, au fond, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens, les électeurs ne se laissent pas diriger en quelque sorte, ni par des sondages, encore une fois, ni par des enquêtes d'opinion, et ils détestent les prophéties autoréalisatrices. D'où, entre parenthèses, la sans doute bonne nouvelle relative de ce soir concernant l'abstention plus faible que prévu. À force de hurler au loup et de dire que il va y avoir... en tout cas, je crois que c'est plutôt positif, c'est plutôt sain pour une démocratie lorsqu'on ne connaît pas les résultats auparavant. Puis ce qui a été dit est très intéressant, la proportionnelle. Alors, il est bien évident que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les prérogatives du président en France sont écrasantes, y compris par rapport au Parlement. Dans le domaine régalien. Mais alors attention, parce que un retour de balancier trop important vers ce qui avait existé pendant très longtemps en France et qui avait été massivement rejeté en 58 par les Français, c'est-à-dire une proportionnelle très importante, c'est-à-dire un système de partis, en réalité, avec une instabilité politique qui avait caractérisé la 4ème République, c'est quelque chose, à mon sens, dont les Français ne veulent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas, un rééquilibrage des pouvoirs. Mais comment rééquilibrer les pouvoirs? On voit que dans les démocraties où la proportionnelle est très importante, Italie, Israël, Inde et beaucoup d'autres pays de ce type-là, c'est le reproche, en quelque sorte, il est inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de stabilité institutionnelle. Et il y a des gros problèmes, notamment économiques, à cause de ça. Voilà, c'est pour ça que depuis tant d'années, nous vivons sous un régime qui effectivement bafoue la majorité des gens. Je me permets juste de rappeler, comme il y a très peu de gens, il y a de moins en moins de gens qui ont connu la 4ème République, donc vous évoquez une période avant 58, donc il y a plus de 60 ans, où effectivement le supposé régime des partis empêchait le pouvoir d'être établi. Il y a une petite nuance avec la guerre d'Algérie, évidemment. Mais il faut quand même rappeler à propos de la proportionnelle, sauf erreur de ma part, que aussi bien des socialistes l'ont promis à un moment donné quand ils étaient au pouvoir, que M. Macron lui-même était prêt d'ailleurs à une dose de proportionnelle. Mais donc, c'est ça aussi, quand on parlait de l'abstention, qui peut vaguement éloigner les gens de la politique, c'est à quel point les programmes
ne sont pas suivis par les candidats une fois élus. Il y a une grande exception dans notre histoire, il faut bien le reconnaître, et je ne pense pas que M. Le Guen dira le contraire, c'est Mitterrand. Mitterrand avait fait un truc incroyable, c'était 110 propositions, et vous pouviez cocher le nombre de propositions qui avaient été faites. Et je crois qu'on était à plus de 90. Je n'ai jamais revu ça depuis. Et c'est vrai que ce qui est absolument désespérant... Dans la proportionnelle, ce qui a fait rentrer massivement le Fonds National à l'Assemblée nationale. Dans un pays où vraisemblablement nécessaire, où Mme Le Pen sera au second tour, vraisemblablement, je n'en sais rien, c'est quand même insensé qu'il y ait aussi peu... Dieu sait à quel point je déteste, j'allais dire un terme plus fort, Mme Le Pen et son parti, mais c'est insensé que dans une démocratie où on autorise Mme Le Pen, moi j'étais pour l'interdiction du parti de son père. Donc vous voyez, j'étais pas un modéré. À partir du moment où il n'est pas interdit, évidemment qu'il est normal qu'il y ait des députés de Mme Le Pen qui soient comme des députés écologistes qui soient au Parlement, c'est évident. Alors Christian Michel. Une remarque vue de Suisse. Vous avez un système présidentiel parce que finalement le peuple élit le président. Ça a toujours été un président jusqu'à maintenant. Dans tous les pays dans lesquels le peuple élit tous les 4 ans ou 5 ans un président, l'Assemblée nationale ou le Parlement passe forcément au second rang. On le voit même en Suisse, comme vous le savez sûrement, nous n'avons pas de président, nous avons un conseil fédéral, donc un exécutif de 7 personnes qui est élu par 246 électeurs, soit les 200 membres du Conseil national et les 46 membres du Conseil des États dont fait partie Céline Vara. Croyez-le bien que lorsque vous avez 246 électeurs, eh bien vous avez plutôt tendance à leur obéir. Alors que dans les cantons où c'est le peuple qui élit directement le Conseil d'État, qui est aussi un collège d'un certain nombre de personnes, le Conseil d'État obéit beaucoup moins au Parlement parce qu'il tire sa légitimité directement du peuple, tandis que chez nous, l'exécutif tire sa légitimité des représentants du peuple que sont les 2 chambres fédérales. Pardon pour cette petite digression, mais tant que votre président sera élu par le peuple, il ne faudra pas vous plaindre qu'il ait autant de pouvoir. Encore une fois, que vous nous admiriez, permettez-moi de vous dire que dans l'histoire de France, on a eu un homme qui s'appelait Napoléon III, qui lui aussi prétendait tirer sa légitimité du peuple, qui a été un dictateur absolu. Je ne suis pas contre que les gens votent évidemment pour des hommes. À partir du moment où on va le voir avec celui qui sera élu, à partir du moment où il est élu président de la République, il oublie complètement. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Ah, c'est exactement ce que je voulais dire. Je l'ai peut-être mal exprimé. Et votre regard vu de Suisse, justement, Céline Vara, votre regard vu de Suisse sur cette campagne et sur... Oui. Bon, mais c'est vrai que moi, j'ai une position légèrement différente. C'est vrai qu'on a l'impression, avec ce pouvoir gigantesque que possède le président de la République, qu'on a affaire à un monarque républicain. Et ce système de l'élection à la majoritaire, elle est problématique parce qu'elle encourage le vote utile, si on veut bien. On va voter pour celui qui a des chances d'être le champion, et puis on vote pas vraiment pour celui qui nous représente. Si j'avais voulu voter pour Yannick Jadot, par exemple, écologiste, eh bien, je savais, en tout cas, selon les sondages, que malheureusement, il avait peu de chances de se retrouver au 2e tour. Alors, on le saura dans quelques secondes, quelques minutes, mais je trouve ça problématique. Moi, je viens d'un canton dans lequel j'ai été élue à la proportionnelle, donc c'est la force de mon parti, et c'est vraiment mon programme et les valeurs que je défends qui ont été mises en avant. C'est pour ça que j'ai été élue, c'est pour les représenter, et moins pour ma personne, et je trouve que c'est vraiment sain. Je trouve que c'est vraiment sain d'avoir des représentants qui défendent des valeurs. Et puis après, on a des comptes à rendre. Et puis après, on a des comptes à rendre. Et puis on voit aussi en France qu'il y a ce fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution qui donne un levier incroyable pour imposer aussi des positions par rapport à l'Assemblée. Mais qui est peu utilisé, mais qui l'est. Mais qui est utile quand même. Franchement, c'est pas ce qu'on raconte. Hein. J'ai été un peu... Alors, je peux vous expliquer tout un tas de choses. Mais je crois que c'est l'heure. Peut-être que on attend encore, parce que peut-être que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. C'est la leçon que j'en tire. Et pour faire plaisir à vos auditeurs, c'est peut-être plus compliqué parce que les instituts de sondage ont des difficultés eux-mêmes. C'est pas forcément l'élection qui est compliquée, c'est les instituts de sondage. Mais on a là les résultats et on va vous faire sortir, on va vous quitter, Frédéric Ancel. Merci infiniment de nous avoir rejoints quelques instants, peut-être un peu à plus tard. Et là, on va recevoir Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui nous rejoint. Bonjour, monsieur le ministre. Merci infiniment d'être parmi nous et on va annoncer les résultats maintenant. On annonce les résultats maintenant et donc voilà, Emmanuel Macron à 28,6%, Marine Le Pen 23,9%, 20%
pour Jean-Luc Mélenchon, 8% pour Éric Zemmour et 7% pour Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, dont la représentante Sandrine Rousseau était parmi nous il y a quelques instants. Je vous laisse. Valérie Pécresse, 4,5. 4,5 pour Valérie Pécresse, 2% pour Anne Hidalgo. 6, mais pas à ce point. Effondrement des voilà. gros partis. Et donc, on va vous faire réagir, Jean-Michel Blanquer, à ces résultats. Est-ce qu'on doit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide pour Emmanuel Macron aujourd'hui ? Plutôt à moitié plein quand même, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est un jour démocratique important, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même toujours à souligner, avec une participation qui semble-t-il est peut-être légèrement plus faible qu'en 2017, mais en tout cas qui n'est pas catastrophique comme certains le prédisaient, donc il y a une légitimité de cette élection sans aucun doute, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois. Sur le score d'Emmanuel Macron, il est quand même assez bon. On aimerait évidemment que ce soit... J'aimerais que ce soit plus, mais c'est déjà beaucoup. C'est un président de la République sortant. Si on compare à son score de 2017, il fait mieux. C'est donc là aussi quelque chose de fort. Maintenant, le phénomène général, c'est quand même que les trois premiers ont fait un plein de voix quand même, et particulièrement derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc une sorte de vote utile pour le deuxième et le troisième, qui fait qu'ensuite il y a des grandes surprises derrière sur des chiffres très bas comme le chiffre de Valérie Pécresse. Donc maintenant, pour nous, derrière le président de la République sortant, notre objectif, c'était évidemment de rassembler l'ensemble des électorats d'ailleurs, de gauche et de droite, parce qu'aujourd'hui on a clairement le choix entre un candidat de l'ouverture, du progrès, et une candidate dont les propositions, je ne parle même pas de la connotation de la candidate, mais ses propositions mènent vers l'aventure dans le pire sens du terme. Et donc on peut prendre le sujet domaine par domaine. Et je pense que le moment arrive où il faut quand même regarder à la fois ce qu'a dit Madame Le Pen depuis 5 ans, et soit qui ne se vérifiait pas, soit sur lequel elle se contredit ensuite, et puis surtout ce qu'elle dit pour le futur, qui n'est pas finançable, et puis peut mener, par exemple, à des relations proches avec la Russie, ce qui ne me semble pas être la bonne option internationale aujourd'hui. Vous êtes soulagée, Rachel Kahn ? Soulagée, oui, sachant que ce soir tout commence. Ce soir, tout commence. C'est effectivement cette idée de rassembler, notamment, moi, les valeurs qui me sont chères et les principes qui me sont chers, laïque, humaniste, universaliste, et la citoyenneté de manière générale. Les réseaux sociaux, si on écoutait les réseaux sociaux et cette détestation, en fait, on aurait pu croire que les résultats n'auraient pas été là. Et finalement, ces résultats sont là. Donc, je suis ravie. Après, ce qui m'attriste, c'est que c'est jamais une victoire lorsque l'extrême droite est au second tour. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir se battre pour ces valeurs-là démocratiques. Alors on va voir justement ce qui va se passer au second tour, mais j'aimerais vous faire réagir, Gérard Miller. Alors vous êtes déçu fatalement, un peu. Oui, beaucoup. Je suis évidemment déçu, puisque mon soutien depuis la dernière élection présidentielle, même depuis la précédente, n'a pas changé. Vous l'avez annoncé, c'était Jean-Luc Mélenchon. Première chose que je peux dire, c'est la seule chose, je dirais, qui pourrait faire plaisir à M. le ministre ou à Rachel Kahn, c'est que 27 ou 28%, si ça se confirme, c'est un bon score. Il n'y a pas à tergiverser pour M. Macron. Maintenant, ce que je veux vous dire à tous les deux, et notamment M. le ministre, puisqu'il est au gouvernement de la France, c'est qu'en 2002, et en 2017, à 20h01, j'avais décidé de voter pour M. Chirac et puis de voter pour M. Macron. Il est 20h10, je n'ai pas décidé de voter pour M. Macron au deuxième tour. Et je voudrais juste vous rendre sensible au fait que cette fois-ci, ça n'est pas possible pour les gens de gauche comme moi, qui ont voté Mélenchon, ou qui ont voté Mme Hidalgo, qui ont voté peut-être M. Poutou, que ça n'est pas possible de considérer que, comme M. Chirac ou M. Macron, nous allons bien évidemment apporter nos voix aux candidats démocrates, on va le dire comme ça, alors que ces deux élections, 2002-2007, on n'a en rien tenu compte de nos votes. Donc, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je ne décide pas aujourd'hui si je voterai pour M. Macron. Mme Rousseau a annoncé qu'elle voterait pour M. J'attends aussi de voir qu'est-ce que cette fois-ci, le possible futur président de la République va faire pour les gens de gauche comme moi. Par exemple, je vous prends un exemple. Dans le programme de Mélenchon, une des choses que je trouvais épatantes, c'était l'amnistie des Gilets jaunes et de tous ceux qui avaient été sanctionnés pendant ce mouvement social incroyable. Voilà par exemple une des choses pour moi qui serait un élément parmi d'autres
bon, qui me ferait voter éventuellement pour M. Macron. Mais en tout cas, vous voyez la différence pour les téléspectateurs suisses avec 2017, c'est que je ne suis pas du tout décidé aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne voterai pas pour M. Macron, mais j'attends de voir si une fois de plus on va considérer que nous sommes finalement ceux qui tout naturellement vont faire barrage. Parce que je vais vous dire une chose, pour moi, le vrai barrage, c'était de voter pour Mélenchon au premier tour. C'est-à-dire d'empêcher Mme Le Pen d'être au deuxième tour. Et j'ai écrit à plusieurs de mes amis qui ne votaient pas pour Mélenchon, je leur ai dit, vote pour Macron au deuxième tour, si tu veux, puisque de toute façon, M. Macron sera au deuxième tour. Mais au premier tour, empêche Mme Le Pen d'être au deuxième tour. Et nous aurions eu un débat Macron-Mélenchon, vraisemblablement on peut dire que c'est peut-être Macron qui aurait gagné, mais qui aurait été formidable pour la France. Et donc, vous voyez quand même que nous ne sommes vraiment pas dans la même situation qu'en 2017. Et je considère effectivement que monsieur, tout à l'heure vous ne m'avez pas posé la question, quelle est cette campagne de merde? Ce n'est pas une campagne de merde sur tous les plans, elle était au moins cristalline, c'est-à-dire que nous avons compris, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, en 2017, M. Macron était-il de gauche, était-il de droite? Il venait du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il venait du Parti Socialiste, même s'il n'en avait pas été officiellement membre, jouons pas sur les mots. Mélenchon aussi, remarquez. Mais bien sûr qu'il vient du Parti Socialiste, et c'est d'ailleurs lorsqu'il s'est détaché du Parti Socialiste. Le dernier des je veux dire qu'en 2017, il faut comprendre qu'il y avait quand même une petite ambiguïté sur qui était M. Macron. Aujourd'hui, je trouve que cette campagne était cristalline, ça n'est pas une offense, et je parle devant vous qui m'avez dit avant l'émission, je suis un député de droite, M. Macron est un homme de droite, radicalement de droite, et de ce point de vue-là, la campagne, avec toutes ses propositions, a montré, c'est pour ça qu'elle est cristalline. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas parce que dans un meeting, vous dites nos vies ou vos vies valent plus que leur profit en reprenant un slogan de M. Besancenot, ce qui est tout à fait déplacé de mon point de vue. Qu'on est de gauche. Donc c'est un homme de droite et je suis pour la clarté, voilà Monsieur le ministre, je suis pour la clarté, notamment si vous souhaitez que des électeurs de Mélenchon comme moi votent pour Macron au deuxième tour. Alors il y a la question effectivement du barrage et du front de gauche, que va-t-il voter? Mais il y a la question aussi du front de droite, puisque les sondages disent que la moitié de l'électorat, les Républicains, aujourd'hui, voteraient Marine Le Pen au second tour. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, Jean-Michel Blanquer? Est-ce que le front républicain est en train de sauter et quelle est la réserve dont dispose Emmanuel Macron pour le second tour? Je pense qu'il faut raisonner large et que je ne vais pas d'un côté répondre à M. Miller comment aller avoir les voix de Mélenchon et ensuite vous répondre comment aller avoir les voix de Pécresse ou même d'autres candidats. Je pense qu'il faut, on est dans une élection devant les Français, il faut avoir une posture de rassemblement. Chacun sait que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a un équilibre entre des mesures de gauche et des mesures de droite. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'étais porteur de mesures très sociales pendant ce quinquennat. Il ne faut pas l'oublier, le dédoublement des classes, ça bénéficie chaque année à 400 000 enfants parmi les plus pauvres de France. Le sujet des devoirs faits au collège, on ne peut pas faire plus social. La cantine à 1 euro ou le petit déjeuner gratuit, ce sont des mesures très sociales qui parfois d'ailleurs ne sont pas passées beaucoup dans les médias, mais qui font qu'on a une préoccupation sociale pendant tout le quinquennat, contrairement à certaines caricatures qu'on essaye parfois de faire de nous. Et puis il y a des mesures qu'on peut peut-être qualifier de droite, j'en sais pas. En tout cas économique et sociale, c'est-à-dire on a plutôt bien traversé la crise. Tout le monde, c'est vrai qu'on dit. Mais aujourd'hui, je veux dire, si les Français nous voyaient maintenant faire les boutiquiers pour aller chercher tel électorat ou tel autre, de toutes les façons, ça ne leur plairait pas, ils auraient raison. Ce qui est important, c'est d'avoir un programme, bien sûr d'être ouvert, tolérant. Mais est-ce que vous allez pouvoir compter sur les voix de la droite et les voix des Républicains, vous pensez? Il est fort heureux qu'on ait dans le futur et des voix qui viennent de gauche et des voix qui viennent de droite. C'est ce qui va arriver. La question, c'est de savoir dans quelle proportion. Je pense que d'ailleurs, comme l'a dit Gérard Miller, il y a des gens qui, ayant voté par exemple Mélenchon au premier tour, savaient déjà qu'ils voteraient Macron au deuxième tour. Et donc à 20h01, eux avaient fait leur choix aujourd'hui, parce que même à 20h-1, ils le savaient. C'est parce qu'ils avaient envie d'envoyer un message. On va retrouver la même chose chez certains électeurs d'autres candidats. Mais bien sûr qu'il y a une vraie bataille pour le deuxième tour et que c'est une bataille d'idées, il le faut, c'est la démocratie. Et on a un programme, on a un candidat qui, au passage, a quand même fait ses preuves au cours de ces 5 années pour traverser la crise. Tout n'a pas été parfait, on ne prétend pas que tout a été parfait, loin s'en faut. Mais on pense que pour le futur, c'est quand même largement ce qu'il y a. Et avant que vous partiez, parce que vous devez vous aussi poursuivre votre marathon médiatique, mais avant que vous partiez, malgré tout, ça fait beaucoup de Français, près de 50% des Français qui votent aux extrêmes, et ça a beaucoup augmenté sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. En quoi est-il responsable aujourd'hui de cette montée des extrêmes, droite et gauche?
On a un phénomène mondial sur ce sujet déjà, et qui est lié à beaucoup d'évolutions. On est entré dans des sociétés très particulières, ultra technologiques, où les gens peuvent se sentir dépossédés de la maîtrise de leur destin. Ils expriment des peurs par différents votes qu'il faut savoir écouter. Mais en même temps, on doit apporter des réponses démocratiques à cela. Et c'est pour ça que c'est important de parler entre différents pays de ces sujets, parce que le populisme, c'est pas une spécificité française. Et aujourd'hui, on doit voir comment, d'une certaine façon, remuscler la démocratie par le débat d'idées. Et jusqu'à présent, Emmanuel Macron a envoyé un signal international très important, parce qu'il a montré que le populisme n'était pas une fatalité. Et donc aujourd'hui, on voit bien aussi que ce vote du 24 avril prochain, ça je pense que ça doit vous faire réfléchir, c'est aussi un signal vis-à-vis du reste du monde. Madame Le Pen, elle est quand même proche de Monsieur Poutine. Si elle avait été élue en 2017, on serait dans une curieuse configuration. Permettez sur un point de vous contredire, Monsieur le Ministre, c'est qu'il y a une grande différence, si je puis dire, entre les électeurs de Madame Pécresse ou les électeurs de Madame Hidalgo et ceux de Monsieur Mélenchon. Du côté de Madame Pécresse, comme du côté de Madame Hidalgo, la plupart des électeurs sont déjà chez vous, si j'ose dire. Vous avez au contraire un bloc de 20%, si c'est le bon chiffre, qui est incroyablement important dans la débâcle actuelle de la gauche. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose en disant il faut que je fasse des promesses aux uns et aux autres. C'est que vous avez un bloc cohérent de gens qui ont voté Mélenchon, alors que déjà la plupart... la plupart, cohérent, en tout cas, vous voyez bien quand même que c'est massif ce vote-là. Je ne dis pas que c'est suffisant pour... Alors que du côté de Mme Pécresse ou du côté de Mme Hidalgo, à plus forte raison, ils sont déjà chez vous. Les socialistes, en très grande partie, pas M. Le Guen qui est resté fidèle au Parti socialiste, mais ils sont déjà chez vous. Donc le vrai débat, c'est aussi qu'est-ce que vous allez faire, si j'ose dire. Vous allez me dire, je ne veux pas faire des marchandages. Excusez-moi, le candidat au premier tour, c'est pas le même que le candidat au deuxième tour. Il doit rassembler tous. Vraiment, je le redis, il doit rassembler. Je suis sûr que mais pas sur... Je pense que... Alors on va devoir laisser partir Monsieur le Ministre. Merci infiniment, Jean-Michel Blanquer, de nous avoir rejoints, de nous avoir fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Bon courage pour la suite et pour ce second tour. Et on voit rentrer Gilles Clavreul. Gilles Clavreul, un autre membre de la Macronie. Il arrive avant un rappel des résultats. Gilles Clavreul, asseyez-vous. Asseyez-vous. Gilles Clavreul, cofondateur, bonsoir, du Printemps républicain, le 6e mouvement qui a rejoint la Macronie, comme on l'appelle, les rangs de La République En Marche. Vous avez appartenu aussi au gouvernement de François Hollande en tant que socialiste à l'époque, enfin disons qu'en tant que, disons pas... pas tout à fait, en tant que fonctionnaire. Fonctionnaire. Voilà. Et donc on a vu le rappel des résultats. On était sur le front de gauche et le barrage, justement. Le front de gauche, la gauche, Jean-Marie Le Guen, la gauche qui ne fait pas ou ne ferait pas, en tout cas intégralement, barrage à Marine Le Pen. Ça veut dire quoi, ça ? D'abord, il y a effectivement une ambiguïté qui n'est pas que l'ambiguïté, comment dirais-je, quantitative dont parlait notre ami, c'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir s'il a fait... Il y a aussi une certaine partie du mouvement de M. Mélenchon qui, quelque part, ne serait pas mécontent de renvoyer dos à dos, philosophiquement, j'allais dire, Macron et Le Pen. C'est ça qui pose problème. Mais à part ça, je trouve que la question qui est posée par Gérard est légitime. Non pas, le ministre a raison de répondre, nous n'allons pas commencer à négocier ou à discuter, mais le problème n'est pas simplement d'avoir des voix. Le problème, c'est d'essayer d'apaiser un minimum ce pays. Et donc la question n'est pas que une question électorale, qui est importante. Je conseille à tout le monde de faire attention au deuxième tour. Rien n'est jamais joué, on est à la merci d'événements. Mais ça va au-delà. C'est qu'il va falloir quand même, dans le monde dans lequel on va, parce que si on regarde bien les choses, on est pour la transition écologique. Je pense que M. Macron l'est également. Il y a un petit problème. Oui, mais c'est qu'il y a une majorité de Français qui nous disent qu'ils ne veulent pas se priver, une majorité, enfin en tout cas un nombre très important et très en colère de Français qui ne veulent pas se priver de l'accès à l'essence, en tout cas en raison de ses prix. Donc cette transition énergétique, il ne s'agit pas simplement de la vouloir, il s'agit de la pouvoir. C'est-à-dire il s'agit de faire en sorte d'accompagner socialement un certain nombre de Français pour
pour le faire. Deuxièmement, on va avoir des sujets lourds au plan européen avec ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine. Il va falloir peut-être aller plus loin sur la question de la défense. Là-dessus, Mélenchon est très opposé à l'idée d'une défense européenne, ce qui, moi, me pose problème fondamentalement dans la période actuelle. Mais malgré tout cela, donc au-delà de ces divergences, il me paraîtrait important que le président de la République, enfin en tout cas le candidat Macron, ait de l'imagination où effectivement il sache aussi essayer de réconcilier les Français au-delà de son propre électorat et de sa capacité à rassembler au deuxième tour 55-56% des voix. C'est pas satisfaisant pour mener, y compris pour mener les réformes qu'il prétend mener. Mais la gauche qui fait ou pas barrage, hein. Ah bah, je pense que je voyais passer l'idée, c'est que je pense que toute personnalité de gauche normale, il n'y a pas de débat face à ce que représente Madame Le Pen, les dangers que pour le pays, pour les libertés, pour les gens qui vivraient concrètement la situation du lepénisme au gouvernement en France, pour les valeurs auxquelles on est attaché, des valeurs universalistes qui effectivement touchent à ce qui se passe en Europe, en Ukraine. On ne va pas faire semblant de dire que c'est pas grave et qu'on est copains avec Poutine. Enfin, je veux dire, il y a des valeurs de gauche qui ne se discutent même pas par rapport à tous ces enjeux. Donc tout ça est puissant. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire ce que je dis pour rassembler les Français. Vous allez appeler, vous, à voter oui. Pour Emmanuel Macron. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne me suis pas prononcé pour un candidat, à titre personnel. J'ai pas voulu... Enfin, vous appartenez au Parti socialiste. Non, absolument pas. D'abord, pour des raisons diverses, notamment parce qu'il m'arrive d'intervenir sur des médias et je ne veux pas préjuger à travers l'expression de mes choix. Mais c'est pas je crois pas que ce soit le problème le plus important ce soir. Donc très sincèrement, je dis simplement qu'il faut vraiment que le président Macron sache, le candidat Macron et le président Macron sachent réfléchir aux conditions au-delà de l'application de son propre programme, au-delà de la majorité qu'il aura peut-être pour appliquer son programme. Ça ne suffit pas. La retraite à 65 ans... Là, j'aimerais juste faire réagir justement Céline Varra. On regarde la France toujours un peu comme quelque chose d'excentrique, mais cette montée, ce climat pas apaisé, cette montée des extrêmes, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui risque de nous gagner aussi? J'aimerais aussi après entendre Christian Lucher. C'est pas quelque chose qui nous risque de nous gagner aussi? On a des élections fédérales dans une année. Ça, vous le voyez comment, vous, au niveau suisse? Bon, c'est vrai que nous, on a suivi cette campagne au travers des médias, des réseaux sociaux, où c'est qu'on avait un Éric Zemmour extrêmement présent. Je dois dire qu'on voyait que lui, et quand on tapait le hashtag « Je vote », on nous proposait immédiatement « Je vote Zemmour ». Et on s'est dit... Bon, vraiment, on voit le résultat aujourd'hui. Je suis rassurée, sauf erreur, il fait 8%, soit à peine 1% de plus que Yannick Jadot, l'écologiste. Je note d'ailleurs que l'écologiste fait 7%, ce qui est extraordinaire, un super score, parce qu'on avait vraiment peur qu'il soit même en dessous des 5%. On constate qu'une Valérie Pécresse, qui incarne un parti pourtant très en place, dans l'absolu, c'est pas un grand score pour une thématique qui est le climat, qui est fondamentale dans le débat. Et c'est vous qui le dites, et je suis absolument d'accord, qui a été vraiment absent, et je crois qu'on est assez d'accord, qui a été vraiment absent et qui mérite d'aller de l'avant. Et là, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Il ne s'agit pas de pouvoir ou de vouloir, il s'agit de devoir. La France est très loin des objectifs climatiques qu'elle a signés, notamment par rapport aux accords de Paris. Donc là, il s'agit vraiment si Macron fait un deuxième quinquennat, je crois de mettre vraiment la cinquième. C'est le cas de le dire. Et puis sur la question, excusez-moi Madame Kahn, je me permets juste de terminer sur la question effectivement de cette montée des extrêmes. Je crois que ça a été extrêmement bien dit par l'intervenant qui a parlé justement de ce phénomène européen, mondial, extrêmement violent, qu'on risque aussi bien de subir, là je serais intéressée de savoir ce qu'en pense Christian, mais qu'on risque aussi de subir en Suisse. On le sent que ça monte, on le sent aussi à travers la crise à travers la pandémie qu'on a vécue, où c'est que nous, en Suisse, par exemple, on a une forte augmentation des menaces à l'attention des parlementaires, par exemple. Vous en avez été victime, d'ailleurs. Absolument. On a une polarisation avec des discours extrêmement violents sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment l'héritage Trump, avec plus de limites. Et ça, on l'a vécu aussi au travers de cette campagne, avec des joutes verbales
très violentes parfois, dont on n'était pas habitué, et pour la Suisse aussi, oui. Alors Christian Lucher, j'aimerais vous entendre, et dire aussi que Valérie Pécresse, donc la candidate de Les Républicains, l'équivalent du PLR, vient d'annoncer qu'elle voterait, elle, pour Emmanuel Macron. Et je vous laisse la parole, Christian Lucher. Oui, moi, ce qui me frappe, mais évidemment, par chance pour elle, Céline Viard ne fait pas partie de la même génération que moi, c'est que moi, j'ai vécu toujours la France comme étant un État dans lequel la droite et la gauche s'affrontaient, puis à la fin du compte, il y en a un des deux qui gagnait. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Et effectivement, sur la question des extrêmes, moi, je ne me sens pas du tout apte à juger si l'extrémisme monte ou non en France. Vous semblez dire que c'est le cas. En tout cas, ce n'est pas par la température des réseaux sociaux que je me demanderais si c'est le cas ou non, parce que, à titre personnel, je n'ai jamais donné beaucoup d'importance aux réseaux sociaux. D'ailleurs, en Suisse, ceux qui donnent trop d'importance aux réseaux sociaux lorsqu'ils veulent être élus ne sont en général pas élus. Mais il est vrai que, et sans vouloir faire la leçon à personne, chez nous, on a quand même encore un socle de partis traditionnels, dont votre parti fait désormais partie, qui fait qu'on est, me semble-t-il, à l'abri de ce genre d'extrémisme, d'autant plus qu'on le disait tout à l'heure, le peuple s'exprime 4 fois par année sur des lois. Il s'est d'ailleurs exprimé, puisque pour revenir à la question climatique, on disait tout à l'heure qu'on ne peut pas imposer, ou le Parlement ou le Président ne peut pas imposer des recettes climatiques. Chez nous, quand le Parlement a essayé avec une loi à laquelle j'ai adhéré à titre personnel, dans mon parti ce n'était pas forcément le cas, eh bien c'est le peuple qui nous a retoqué. Il y avait une loi sur le CO2 dont le peuple n'a pas voulu, et finalement notre gouvernement va devoir revenir avec une nouvelle loi sur le CO2. C'est pour dire que chez nous il y a des équilibres qui, me semble-t-il, mais une fois encore, sans du tout vouloir faire la leçon à quiconque et encore moins à nos amis français, il me semble que nous sommes à l'abri de ces extrémismes-là. Gilles Cleverol, justement, cette gauche, alors on a peut-être joué aussi, on joue peut-être encore à se faire peur en disant qu'il n'y a plus de front républicain, alors que finalement, là on entend aussi que Yannick Jadot va appeler à voter pour Emmanuel Macron, donc en fait, tout ça est beaucoup moins catastrophique. On est quand même dans une élection assez typique, avec un président républicain sortant et puis une opposition certes très forte, incarnée par Marine Le Pen, ou bien quand même, malgré tout, le paradigme a changé aujourd'hui? Alors bizarrement, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois des faits quasiment inédits, ou en tout cas qu'on n'a pas vu se produire depuis très très longtemps. Un président sortant qui améliore nettement son score, on verra en fin de soirée si ça se confirme, mais son score d'il y a 5 ans, c'est pas arrivé depuis François Mitterrand. Et alors, un fait, mais que vous jugerez anecdotique, mais qui est quand même assez singulier, 3 candidats au-dessus de 20%, ça ne s'est pas vu depuis 1969. Au moment même où on a le plus fort émiettement de la vie politique... On voit à l'écran le QG de Marine Le Pen. Pardon. La dislocation des formations politiques traditionnelles, c'est le moment où, au contraire, il y a une agglomération très forte autour de 3 candidats. Et puis il y a autre chose qui est pour moi là de l'ordre d'une constante, ou en tout cas d'un phénomène de fond sur lequel je pense tout le monde doit méditer dans la classe politique, et y compris d'ailleurs pour ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, c'est que en gros nous avons une France progressiste, intégrée, appelez-la comme vous voudrez, peu importe, et puis une France contestataire, et ces deux France-là, elles font sensiblement 50-50, à plus ou moins 5% près, et ce depuis au moins une trentaine d'années, c'est-à-dire, je situe ça au traité de Maastricht, ça fait à peu près le référendum, c'était il y a 30 ans. Et depuis lors, les changements tectoniques dans les comportements politiques des Français, le fait que quasiment une moitié de la population française ne se projette plus dans les programmes des partis politiques traditionnels, on l'a vu, ils s'effondrent tous les deux, LR après le Parti socialiste, le fait que toute une partie de la France est en révolte ou en désintérêt complet vis-à-vis du jeu politique, ça c'est un vrai sujet, c'est ça le sujet de fond. Les forces politiques traditionnelles n'ont pas su le prendre en compte, Jean-Luc Mélenchon à gauche a su en partie répondre à ça, Marine Le Pen à l'extrême droite y a réussi beaucoup mieux en réalité que les autres prétendants d'extrême droite ou de droite traditionnelle, et il appartiendra à celui qui conduira la prochaine majorité, évidemment j'espère que ce soit Emmanuel Macron, aussi de prendre en compte et d'essayer d'accueillir le plus possible cette France qui se refuse et qui ne se sent plus représentée dans le jeu politique traditionnel. Philippe, vous aviez envie de réagir? Oui, on voit que Jadot, Pécresse et
Roussel appelle tout de suite Hidalgo à voter Macron. Déjà, c'est fait. C'est le seul qui ne dit rien, pour l'instant, c'est Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a, c'est là la vraie hésitation. Et il y a cette question du barrage, on pourrait y revenir là, qui est quand même très étrange, parce que finalement, c'est le parti le plus... Enfin, c'est le parti à gauche le plus radical, le parti de Mélenchon, qui défend les émigrés, les mal nourris, les mal logés, les mal soignés, le droit des femmes, les homosexuels, les étrangers. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si on ne fait pas barrage à Marine Le Pen? On les livre pieds et poings liés à Marine Le Pen si on ne fait pas barrage? Ça veut dire qu'on abandonne tous les gens qu'on a défendus pendant tant d'années, soi-disant, avec tant de colère, avec tant de lyrisme. Tout d'un coup, on dit « Ah bah, je ne fais pas barrage, on les donne à Marine Le Pen ». C'est quand même très étrange que le parti le plus radical à gauche ne soit pas le premier à dire « Je fais barrage pour protéger les gens que je protège ». Pour moi, c'est un vrai mystère. Je vais te l'expliquer. Oui, mais là, je pense que tu n'y arriveras pas. D'abord, j'ai bien compris que ni nos amis suisses, ni les amis français ne veulent faire la leçon aux autres. Permettez-moi quand même de vous dire une chose à propos de l'extrémisme. Moi-même, je ne serais pas gêné si en me présentant, vous me présentiez comme d'extrême gauche. J'ai appartenu à un mouvement d'extrême gauche dans ma jeunesse, je ne suis plus militant aujourd'hui, mais je me reconnais effectivement toujours plus à gauche que lorsque je votais pour les socialistes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Mélenchon n'est pas... Alors écoutez, je vais parler sous le contrôle de M. Le Guen. C'est formidable qu'il reste encore un socialiste au moins sur Terre pour confirmer ce que je vais dire. Le programme de M. C'est assez intéressant, cette formule amusante. Dénote aussi une radicalité. Mais je suis un dans radical. La critique. Et j'allais dire une radicalité dans la table rase, en quelque sorte, qui me fait un peu frémir et qui me rappelle ta jeunesse. Où effectivement il y avait de quoi frémir des engagements politiques. Mon idée, c'était simplement de vous faire remarquer à nos amis suisses que le programme, par exemple, de M. Mitterrand était incroyablement plus extrémiste que celui de M. Mélenchon. Est-ce que vous vous rappelez seulement que M. Mitterrand voulait quasiment nationaliser toutes les banques et qu'il l'a fait et qu'il est descendu jusqu'aux plus petites banques? Jamais vous ne voyez ça dans le programme de Mélenchon. Marine Le Pen fait son entrée dans son QG, on va l'entendre dans quelques instants. Mais... Non, c'est pas aussi évident que ça. On va l'entendre, elle va prendre la parole, on l'écoute. C'est Marine Le Pen qui monte sur l'estrade. On la voit. Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français,
des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Voilà, on va reprendre parce qu'on a un petit problème d'image, on s'en excuse vraiment humblement. Mais alors, certes, Marine Le Pen, voilà, on a dit, on voit les titres demain, même en Suisse romande, hein, mais j'aimerais vous interroger, Christian Lucher, peut-être Céline Barra aussi, finalement, le programme, dans le fond, de Marine Le Pen, il est très proche de ce qu'on applique déjà en Suisse, hein, sur le droit du sol, que ce soit sur la suprématie du droit suisse sur le droit européen qui a fait capoter l'accord cadre, sur la primauté, justement, aux Suisses, dans le cadre de l'emploi. Donc, est-ce que finalement Marine Le Pen est un peu suisse ou bien est-ce que la Suisse est d'extrême droite ? Alors d'abord, sur certains faits que vous venez de décrire, à mon avis, c'est une erreur d'appréciation. On est lié à nos amis européens par un certain nombre d'accords dans lesquels le droit conventionnel est supérieur au droit suisse. Typiquement dans la libre circulation des personnes. Le droit suisse, bien sûr, mais il ne peut pas y avoir chez nous, de favorisation, par exemple, d'un employé suisse par rapport à un employé de l'Union européenne, sauf circonstances particulières, avec application dans les cantons de salaires minimaux. Mais ce que je dois dire, vu de Suisse, c'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, effectivement, il y a plein de choses qui me plaisent, notamment dans le domaine économique, dans la volonté de ne pas forcément fracasser les gens qui gagnent de l'argent. J'ai cru comprendre que chez Macron, le fait que quelqu'un gagne de l'argent et veuille entreprendre n'était pas un vilain mot, alors que j'ai plutôt l'impression que chez Mélenchon, on veut d'abord prendre l'argent sans se poser la question de savoir comment il est rentré avant qu'on le redistribue. Ça, c'est la première chose. Et nous, finalement, pardon de le dire, c'est ma vision suisse, je ne veux pas me débiner, mais nous, on a précisément un système politique dans lequel on prend un peu chez tout le monde. On a des gens de la droite dure qui siègent au gouvernement avec deux socialistes et puis des gens du centre. Donc finalement, on prend un peu chez tout le monde. Chez Mme Le Pen, effectivement, il y a certains aspects de sa politique qui peuvent me convenir. Sur la question du pouvoir d'achat et le financement du pouvoir d'achat, j'ai l'impression qu'on rase gratis, mais c'est à peu près chez tous les candidats que c'est comme ça. Et donc, je ne me laisserai pas prendre en otage à la question de savoir si je préfère le programme de Marine Le Pen ou le programme de M. Macron. En termes de personnalité, je me sens plus proche d'Emmanuel Macron, mais effectivement, il y a des points dans la politique de Marine Le Pen, et je le dis sans honte, qui sont des points avec lesquels je peux vivre, parce que comme vous l'avez dit vous-même, on les applique déjà sur la loi sur les étrangers, un certain nombre de choses. Alors on va réécouter, re-regarder Marine Le Pen, on va pas, non. Et on doit prendre congé maintenant de Rachel Kahn, qui doit rejoindre le staff de campagne d'Emmanuel Macron. Tout commence ce soir maintenant pour le deuxième tour. Et je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous, vraiment. Et Jean-Marie Le Guen, qui doit nous quitter aussi. Merci à vous aussi d'avoir été là ce soir. Et on voit rentrer Alexandre Chevalier. Alexandre Chevalier qui est représentant du think tank Atlas et aussi un soutien de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, en dessous de la barre des 10%, ça veut dire quoi? De 5? Bonsoir. Pardon. Valérie Pécresse, en dessous de la barre des 5%, c'est une hécatombe. L'explosion de la droite classique. C'est probablement le deuxième effet qui se coule de ce qui s'est passé en 2017 avec la gauche. C'est-à-dire que malheureusement, Valérie Pécresse a fait une amont. C'est-à-dire Benoît Hamon en 2017 pour le Parti Socialiste, c'est-à-dire un très bon score après la primaire. On va comparer les deux avec Gilles Carle. Un très bon score effectivement suite à la primaire du Parti Socialiste, et puis un effondrement qui l'avait amené à 6%. Ici, les 4,7, les 5%, c'est absolument dramatique parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la droite républicaine, une droite qui a gouverné le pays pendant un certain nombre d'années. Et on reçoit Elisabeth Lévy qui rentre sur notre plateau. Elisabeth Lévy. Bonsoir tout le monde, pardonnez-moi. Vous avez un micro. Est-ce qu'Elisabeth Lévy a un micro? Non, mais on va se le prêter. Non. Philippe Val, alors non, mais personne n'a de micro. Ça n'a pas assez de micro. Donc vous partagerez. J'ai l'habitude de parler sur le micro. Vous partagerez malheureusement. Alors Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, voilà, et proche d'Éric Zemmour. Hein.
Enfin, en tout cas, d'Éric Zemmour en tous les cas. Mais politiquement, j'ai soutenu personne. Pardon, mais nous n'avons soutenu personne dans cette élection. Mais Éric Zemmour, c'est un ami depuis longtemps, oui. Alors, voilà. Je vous ai interrompu, Alexandre Chevalier, pour finir sur il n'y a pas de problème. C'est un plaisir d'accueillir Elisabeth Lévy sur ce plateau. Je suis ravi de la rencontrer, donc il n'y a aucun problème. Non, l'idée, c'est qu'elle a fait malheureusement le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que Macron a réussi d'une certaine manière en 2017 à casser définitivement la gauche et le PS. Et ce coup-ci, c'est le tour des Républicains qui avaient résisté. Territorialement, ça pose quand même une question, c'est qu'on va quand même vivre encore un certain nombre d'années, un certain nombre de temps avec deux niveaux de politique et avec deux niveaux de majorité. Il y aura des majorités locales très fortes où il y a encore des élus PS qui sont ancrés. On l'a vu avec l'Occitanie au régional, on l'a vu avec les départementales et les grandes villes aussi municipales qui sont détenues par des anciens PS ou des PS. Et il y aura encore beaucoup de régions qui viennent d'être élues. Il y a une année avec des très gros scores avec des présidents des Républicains de la droite et du centre-droit, avec Hervé Morin par exemple en Normandie. Et ça aussi, ça va poser un certain nombre de questions. Tant que la Macronie n'aura pas réussi à s'ancrer territorialement, il y aura une espèce de double lecture, une lecture nationale et puis une lecture régionale et locale. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis pour faire rapidement la comparaison, puisque j'ai l'occasion de voir mon député, je ne vois Christian Lucher, moi-même en Suisse étant engagé depuis longtemps au PLR, de dire qu'il faut que ça nous serve aussi de leçon. Parce que l'effondrement aujourd'hui de la droite en France, comme quoi ça arrive à des gens très bien qui ont gouverné, et je crois qu'il faut qu'on soit une droite qui sache où elle est, et surtout pas qu'elle se perde, parce que même si le système est différent électoralement, comme l'a expliqué M. Lucher tout à l'heure, on n'est pas à l'abri des effondrements, des redéfinitions, des calculs. Je rappelle quand même qu'on a quand même au niveau du PLR une concurrence qui s'appelle les Verts libéraux, qui est assez forte sur le centre, on va dire, du parti, qui n'existait pas il y a quelques années quand on a commencé la politique, et moi je l'ai commencé il y a très longtemps aussi, localement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une double recomposition, il faut faire très attention à ça, il faut voir ce qui va se passer. Il y a encore des territoires, il y a un Sénat qui est en main encore des Républicains et de la droite, il y a des législatives. Comment vont se positionner aujourd'hui les candidats aux législatives qui ont eu l'investiture de LR, avec un LR qui apparemment ne sera pas remboursé de ses frais, puisque moins de 5%, ça veut dire ça. Donc c'est vraiment, le symbole, il est extrêmement fort. Ça veut dire de la dette aussi pour le parti. Et donc c'est plus de questions que de réponses, évidemment ce soir, même si je vois que un certain nombre de responsables appellent déjà à voter Macron, puis un certain nombre de responsables appellent à ne voter personne. Oui. Effondrement pour effondrement, effectivement, outre effondrement, Éric Zemmour, tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire. Je peux dire un mot sur ce qui vient d'être dit. D'abord, deux choses. La première, je voulais dire que je pense que c'est la première élection où les sondages ont autant influencé le vote. Parce que s'il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de vote utile. Ben non. Mais si vous voulez, on a bouffé du sondage et les gens votent maintenant en fonction des sondages. Et je trouve que ça pose un problème démocratique pour tout le monde. Si vous voulez, parce que si vous ne faites pas partie des candidats donnés dans les trois... Comment ? C'est un instrument de communication. Non, c'est tout simplement que ça s'appelle le vote utile. Les gens votent, si vous voulez, pour le candidat, disons, le plus proche d'eux, mais qui est celui qui est susceptible, celui qui est donné déjà gagnant. Et ça, je trouve qu'on devrait réfléchir à cette question. Maintenant, sur LR... Pour Éric Zemmour, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a grimpé et après, il s'est effondré. Je pense qu'il a fait aussi des erreurs, si vous voulez... dans sa campagne. Je pense qu'il avait fait un très bon début de campagne parce qu'il a mis sur le tapis des thèmes qui inquiètent les gens. Je veux dire vraiment, et je trouve l'avenir de la France, l'existence de la France comme collectivité, comme nation, est effectivement posée. Je pense que cette inquiétude, elle est largement partagée. Maintenant, si vous voulez, il a fait aussi des erreurs. Et puis après, il y a eu cette affaire de vote utile. Mais un mot sur la droite. Moi, en fait, je pense que c'est une assez bonne chose, qu'il y ait une clarification idéologique. Parce que, dans le fond, Emmanuel Macron l'a engagé, cette clarification, si vous voulez, ce qu'on appelle la Macronie, parce que la REM ne s'est pas vraiment implantée comme marque politique, est assez homogène du point de vue politique et du point de vue culturel, je dirais. En revanche, si vous voulez, vous n'avez pas... Cette clarification n'a pas été faite partout, parce que moi, je crois que ce qui distingue, et je trouve ça finalement une assez bonne chose pour la droite, il y en a qui ont tout à fait vocation, et c'est pas du tout une honte, ni insultant, à rejoindre Emmanuel Macron parce qu'ils pensent la même chose que lui surtout. Et il y en a, si vous voulez, qui ont plutôt vocation à rejoindre soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour, si vous voulez, mais un pôle plus national, je dirais. Et je pense que ça, dans le fond,
si vous voulez, ça n'a jamais été bon qu'il y ait des partis, si vous voulez, où des gens ne pensent pas du tout la même chose. Les uns sont européistes, les autres complètement anti-européistes, etc., etc. Ça, c'est pas une très bonne chose. Et juste après, je lâche ça à mes camarades de plateau. Je pense qu'il y a une double grille d'interprétation de ce scrutin qui va être compliquée, en fait. C'est qu'il y a à la fois la grille de lecture entre ce qu'Emmanuel Macron avait appelé populiste et progressiste, enraciné, non enraciné, qui est aussi un rapport au passé. Il y a des gens qui veulent être inscrits dans une continuité historique, et il y a des gens comme Emmanuel Macron qui se définissent comme le nouveau monde. Hein, voilà. Mais il y a aussi une lecture de classe, en quelque sorte. Il y a aussi un vote, je dis ça non plus, c'est pas du tout insultant, il y a un vote, si vous voulez, en gros, pauvre contre riche, ou plus défavorisé contre... moins favorisé contre plus favorisé, et je pense que ça va compliquer notre analyse. Voilà. On voit Jean-Luc Mélenchon à l'antenne qui appelle à voter personne. Qu'est-ce qu'il n'est pas content? Ouais. Non, et alors moi je fais la traduction. Hein, donc Jean-Luc Mélenchon appelle à voter personne. Il peut lire sur ses lèvres peut-être. Si, on l'entend. Écoutons-le. Baisser le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Céline Varra, vous voulez réagir sur ces propos? Bon, moi j'ai quand même le sentiment qu'il appelle à voter personne, mais enfin il appelle quand même à voter Macron. Je crois que c'est comme ça qu'il le termine quand même. Il y a des choses à négocier. C'est le sentiment, voilà. Et moi je peux comprendre aussi cette attitude où finalement on a un Mélenchon qui est évidemment extrêmement déçu. Hein. Je crois que là il voulait jouer, voilà, ça aurait été la surprise vraiment bienvenue pour lui. Et voilà, il a loupé cette opportunité-là. Mais je pense qu'il y a extrêmement important, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de déçus, vraiment de Macron, qui ont voté Mélenchon, qui y croyaient, qui avait un programme extrêmement solide, vraiment extrêmement clair aussi, avec des points très clairs, avec une position sur la question environnementale extrêmement claire aussi. D'ailleurs, j'ai entendu et j'ai lu régulièrement dans les journaux français qu'il allait même plus loin que l'écologiste Yannick Jadot sur ces questions environnementales, pour dire. Et puis, je pense qu'il y a un certain nombre de déçus auxquels Mélenchon a de la peine à parler, à dire, voilà, il faut voter Macron aujourd'hui, mais attention, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que, en l'occurrence, il reste que 2 candidats. Et puis, ce phénomène, on m'a dit qu'on appelait ça les castors, hein, ceux qui font barrage au 2e tour. Ce phénomène de dire, est-ce qu'on aura ces castors-là, est-ce qu'ils vont faire le travail? Eh bien, c'est la vraie question. Mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est la vraie question. Eh bien, c'est ça, justement. Non, mais moi, je veux bien savoir, mais si je vous dis tout de suite que si on recommence à nous jouer le grand air de le nazisme à nos portes et il faut sauver la République, vous allez arriver à un résultat, c'est faire élire Marine Le Pen, hein, parce que ce discours-là ne peut plus marcher. Pas du tout, mais à titre personnel, je peux pas, je cautionne pas sa politique, hein, ça c'est certain. Qu'on revienne sur l'explosion des partis classiques. Tu m'as coupé le sifflet tout à l'heure en parlant, au moment où j'allais expliquer à Philippe, que je connais quand même depuis une éternité, pourquoi non seulement Mélenchon a bien fait de ne pas prendre position et de laisser ses électeurs décider, mais pourquoi moi-même, qui encore une fois, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, à 20h01 en 2017 et dit que je voterai Macron, pourquoi je ne le fais pas à 20h01 en disant j'attends de voir ce qui va se passer. Je ne dis pas du tout que je ne voterai pas pour. Pour 2 raisons essentielles, et il faut Philippe que tu sois sensible. La première raison, c'est que j'ai voté au 2e tour pour M. Macron, pour en effet faire barrage à Mme Le Pen et à l'extrême droite. Et je m'aperçois que 5 ans plus tard, est-ce que c'est sans rapport avec la présidence de M. Macron que jamais l'extrême droite n'a été aussi forte avec M. Zemmour, avec Mme Le Pen? Ça me pose une question. Je fais barrage avec tous les démocrates, tous les républicains, et jamais l'extrême droite est aussi forte qu'avec M. Macron. C'est vrai dans plusieurs pays démocratiques. Non. Je considère qu'il y a une responsabilité. Et la deuxième chose, Philippe, la deuxième chose, c'est que je n'oublie pas, au moment où je vous parle, et on n'en a pas dit un mot, que j'ai un très bon copain qui était borgné par la police française, éborgné, alors qu'il était en train de parler, que je connais beaucoup de gens qui ont eu des mains arrachées, des yeux crevés, que moi qui ai fait des dizaines de manifestations de gilets jaunes. Oui, il y a eu beaucoup de que moi qui ai fait des dizaines de manifestations, Philippe, dans ma vie, qui ai fait des dizaines et des dizaines de manifestations dans ma vie depuis ma jeunesse, je n'ai jamais eu aussi peur
que lorsque je vais manifester sous M. Macron. Donc, juste pour te répondre, je ne dis pas que c'est suffisant pour dire de lui que c'est un fasciste, que je dis simplement que ne me demandez pas à moi, et sans doute à un certain nombre d'électeurs de M. Mélenchon, de dire, bien sûr, comme Mme Le Pen est épouvantable, ce que je pense, et jamais une milliardième de seconde je ne penserai voter pour elle, évidemment, ne me demandez pas, mais alors mon petit gars, c'est tellement sympathique, venez puisque vous êtes de gauche, au nom de ce qui se passerait avec les immigrés, et tu as tout à fait raison, ça serait épouvantable, ne me demandez pas, en tout cas, d'avoir le même sentiment que j'ai eu lorsque Chirac était au deuxième tour face à Le Pen ou lorsque Macron était face à... Quand est-ce que vous répondez aux attentes des électeurs de ces gens-là? Quand est-ce que vous entendrez leurs inquiétudes au lieu de les criminaliser? Elisabeth Lévy, on laisse juste... Ils ne sont pas républicains en quoi? On laisse juste finir, commencer même Philippe. Une chose d'abord. La violence était très grande dans les manifestations des deux côtés. C'était une réponse à une violence aussi des manifestants incroyable. Il y a eu énormément de policiers blessés. Tu veux l'amnistie pour les gilets jaunes, on pourrait aussi la demander pour les policiers qui en ont pris plein la gueule à ce moment-là. C'était une violence effrayante. Il faut quand même avoir conscience de ça. Je voudrais revenir sur l'effondrement des partis, le Parti républicain et le Parti socialiste. Parce que on dit, bon, Macron a siphonné, Macron a écrasé ces deux partis. C'est prêté beaucoup à Macron. C'est prêté beaucoup à Macron. Ils se sont effondrés sur eux-mêmes. Pourquoi Mélenchon? Je ne vote pas Mélenchon, vous l'avez compris. Mélenchon, il a fait un programme, il a bossé. Il fait 20%. Marine Le Pen, elle a fait un programme, elle a bossé, elle fait son truc. Ils n'ont rien foutu aux Républicains. C'est au Sénat, Larcher, il a juste essayé d'emmerder Macron pendant 5 ans. C'est à peu près le seul boulot qu'il a fait. Ils n'ont rien travaillé comme programme au Parti Socialiste non plus. Il n'y a pas un élément de programme qui est sorti pendant 5 ans. Pas d'intellectuels, pas d'économistes, aucun projet pour la France dans le monde, rien, silence. Ils se sont effondrés sur eux-mêmes par manque de travail, par médiocrité politique. Parce que la reine, ils ont besoin. Alors j'avais fait réagir justement sur... Mais bien sûr. Christian Lucher, Gilles Clavrolle sur l'effondrement. Alors Christian Lucher sur l'effondrement du... Ouais, j'ai un micro. Ouais. Vu de Suisse, on a quand même le sentiment que ce sont les 3 meilleurs rhéteurs qui occupent les 3 meilleures places. En France, j'ai l'impression que vous aimez le verbe, vous aimez les gens qui s'expriment haut et fort, avec beaucoup de conviction. C'est pas que du fond, il y a aussi de la forme. J'ai vu, un soir, par hasard, quand je rentrais chez moi, je ne sais plus sur quelle chaîne, un débat Zemmour-Pécresse. Excusez-moi de vous dire, vu de Suisse, c'était une catastrophe. On s'invectivait. Non, c'est toi qui es nul. Mais non, c'est toi qui es nul. Il n'y avait pas du tout de rhétorique. Il n'y avait même pas des phrases avec des sujets, des verbes, des compléments. Emmanuel Macron, vu de Suisse, excusez-moi, c'est un type qui a une rhétorique absolument implacable et admirable. Mélenchon, il est extraordinaire. Et Marine Le Pen aussi, il faut reconnaître qu'elle sait s'exprimer. Donc, vu de Suisse, j'ai un peu le sentiment que c'est les 3 qui ont parlé le plus fort, qui ont finalement été aux 3 premières places. Alors même que Mélenchon, mais Mélenchon, vu de Suisse, ce qu'il pense de la police, de la justice, l'incapacité totale de nous expliquer comment il veut financer tous ces programmes, chez nous, ça ne passerait jamais. Mais chez vous, c'est des gens qui ont une telle rhétorique, c'est des gens qui arrivent à cacher le fond avec une forme éblouissante et une politique que nous n'avons pas en Suisse parce que, pour plein de raisons, nous ne fonctionnons pas comme ça. À propos du loup, on l'écoute, si on a le son, Éric Zemmour qui est en train de s'exprimer et ensuite on fera réagir justement Elisabeth Lévy et Gilles Clavrolle. Je vous remercie aussi pour la France car je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l'issue du second tour. Tout le monde comprendra que nos idées valent beaucoup plus que notre score d'aujourd'hui. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être
en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. Voilà. Alors, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour a déjà annoncé qu'il voulait, s'il n'était pas élu cette fois, être le grand leader de la droite. Mais justement, comment ça va se passer? Cette extrême droite qu'on dit aujourd'hui à plus de 30%, elle est quand même ultra divisée. Comment est-ce qu'elle va se recomposer, elle aussi? Moi, je ne pense pas que c'est l'extrême droite. Donc déjà, je pense que ce n'est pas le bon terme. Je ne vois pas de gens... Non, mais je ne vois pas de gens non démocrates ou non républicains, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, pardonnez-moi. Je ne vois pas des gens qui refusent le résultat des élections. Je pense encore une fois qu'Éric Zemmour a fait une campagne trop brutale, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent un changement, mais ils ne veulent pas que ça se fasse dans la dureté. Ils veulent effectivement, par exemple, je vous donne un simple exemple, qu'on renvoie les délinquants étrangers, ça ne les gêne pas. Et je ne crois pas qu'en Suisse, ça choquerait qui que ce soit. D'ailleurs, ce qui choque les Suisses, très souvent, c'est plutôt qu'on les garde, à vrai dire. Et ils se demandent bien pourquoi. Ce genre de choses, ça ne les gêne pas. Mais en même temps, si vous voulez, je pense d'ailleurs, dans son discours du Trocadéro, il l'a fait, il fallait s'adresser à nos compatriotes d'origine étrangère. Il fallait leur dire, vous faites partie de la communauté nationale. Et ça, à mon avis, il l'a dit, par exemple, trop tard. Je donne simplement un exemple. Maintenant, évidemment, il faut être honnête, être le leader de la droite avec, je ne sais pas combien, quel est 7-8% des voix, ça va être compliqué parce que derrière, vous avez en embuscade des gens comme Laurent Wauquiez qui ne sont pas sortis du bois, comme, si vous voulez, vous avez une frange de LR. De toute façon, LR est mort. C'est bon. Là, ça y est, il va y avoir une moitié qui va aller chez Macron, une autre moitié qui va aller et qui va se chercher un leader, évidemment. Donc ça va être... Ça va être intéressant, mais juste, je répète une chose, c'est que moi, élection après élection, j'entends des gens qui disent « Ah, c'est affreux, le score de l'extrême droite, non, non, non ». Mais tant qu'on ne répondra pas aux inquiétudes de ces électeurs. Et ces inquiétudes portent précisément sur leur avenir comme collectivité nationale, sur l'islam radical, sur les territoires perdus, sur la laïcité. Tant qu'on ne leur répondra pas, tant qu'on les méprisera en leur disant c'est très mal, vous avez peur, vous avez l'esprit étroit, effrayez-le, nous sommes la start-up nation, il y a une espèce d'arrogance, si vous voulez, de classe aisée ou de surdiplômés, comme dit Marcel Gauchet, si vous voulez, dans une partie, on ne sait plus s'il faut dire droite ou gauche, mais dans une partie, disons, du macronisme, qui est insupportable pour ces gens-là. Si vous ne les écoutez pas, je veux dire, si vous ne leur répondez pas, bah, évidemment, ils voteront pour les gens qui, au moins, leur parlent. Et juste pour Gérard Miller, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour qui que ce soit, c'est parce que tous les sondages, bien avant, si vous voulez, les études qui sont faites bien avant, montrent qu'une grande partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter Marine Le Pen au deuxième tour, tout simplement. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, vous, autour de vous, mais c'est ce que montrent toutes les études. Alors, peut-être ils se trompent. Gilles Clavreul, est-ce que justement la droite, quand même, ne représente pas un formidable réservoir pour Marine Le Pen en vue du second tour, enfin, un réservoir dont on ne soupçonne pas la portée aujourd'hui? C'est possible, mais pas seulement. Il y a des électeurs de gauche effectivement, qui seront susceptibles de voter pour elle. Il y a des abstentionnistes qui sont susceptibles de voter pour elle. Et ça l'amènera certainement à un score qui sera meilleur que celui de 2017. Il ne sera pas forcément... Vous donnez autour de combien? Bon, je ne me risquerais pas ce genre de... Non, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais là, l'écart, tel que pour le moment les instituts de sondage le donnent, entre les deux premiers, est tel qu'a priori, et sauf catastrophe, Emmanuel Macron est quand même très bien placé pour être réélu. Mais je ne me risquerais pas à donner un écart, sauf pour dire qu'il sera plus faible que la dernière fois, ce qui me paraît absolument évident. Le paradoxe étant que dans le même temps, Emmanuel Macron, lui, a beaucoup progressé depuis 2017, je le souligne de nouveau, parce que c'est pas banal, c'était pas arrivé depuis longtemps, et ça traduit aussi quelque chose. Ça traduit notamment le fait que finalement, à gauche et à droite, on a un peu gelé les scènes de crime de part et d'autre, ou de suicide collectif, comme vous voudrez, parce qu'il y a un peu des deux. Ce coup-ci, je vais parler de la gauche. À gauche, on a en fait quasiment les mêmes résultats qu'en 2017. Jean-Luc Mélenchon, on peut prendre son résultat des deux côtés. On peut dire c'est un échec parce qu'il n'arrive pas à se qualifier. Pas le résultat de la candidate du Parti socialiste. On peut le prendre de ce côté-là. C'était par rapport à l'objectif que lui-même s'est fixé, un échec. Mais en même temps, il fait un très bon score. Il a fait une bonne campagne. Et puis surtout, et je pense que c'est ça qui l'intéressait le plus, il est resté en position hégémonique à gauche. Et ça va avoir une conséquence pour les législatives, où il risque de tailler des croupières à ce qu'il reste de députés socialistes.
Et il n'a pas laissé d'oxygène non plus, si j'ose dire, à Yannick Jadot, aux écologistes. Donc il est aujourd'hui hégémonique à gauche. Mais étant hégémonique à gauche, il empêche aussi que se reconstitue, ailleurs que dans la sphère de la majorité présidentielle, une gauche social-démocrate, de gouvernement, responsable, pro-européenne, etc. Donc la scène est figée à gauche. Et il faudra sans doute encore beaucoup de temps pour qu'une majorité de gauche puisse un jour, enfin une majorité de gauche, que des forces de gauche puissent à nouveau espérer l'emporter et jouer sérieusement la gagne. Pour ça, il va falloir un aggiornamento qu'on appelait de nos voeux en 2017, qui n'est pas venu du tout. Et le Parti Socialiste, en l'occurrence, puisqu'il fait effectivement 2%, il annonçait à 2% avec Anne Hidalgo contre... Enfin, on parlait déjà de score catastrophique pour Benoît Hamon à 6,35. Le Parti Socialiste, il est quoi, mort cliniquement aujourd'hui? Oui, mais c'est Hidalgo plus Jadot égale Benoît Hamon de 2017. Oui, mais le Parti Socialiste le transfert. Sensu. Ah bah oui, mais ça, c'est un échec considérable, mais qui est à la fois un échec évidemment personnel pour la candidate, mais on le sentait un peu venir de toute façon. Parce que le travail de remise en cause à la fois du bilan du quinquennat, sur lequel, comme avait dit en son temps Lionel Jospin, il y avait au moins un droit d'inventaire à exercer, n'a pas été fait, mais beaucoup plus en profondeur. L'analyse qu'avait faite en 2012, d'ailleurs, mon ami Laurent Mouvet, qui s'est éteint il y a quelques mois, la gauche ayant perdu le sens du peuple, le contact avec les classes populaires, et effectivement, pour entendre et récupérer un certain nombre, récupérer au bon sens du terme, pas au sens clientéliste du terme, ses colères, ses craintes, ses attentes, la prise en considération aussi. C'est-à-dire, on a beaucoup entendu ça lors des Gilets jaunes. Ce qu'on veut, c'est exister, être entendu, qu'on nous reconnaisse. Les Gilets jaunes, ils ont tiré la manche des ceux d'en haut en leur disant « on est là, on a envie qu'on s'occupe de nous, on a envie d'être reconnus pleinement comme citoyens ». Ça, c'était le travail de la gauche. Quand je disais dans ma première intervention, Mélenchon a su en partie reprendre une partie de ses aspirations, oui, en partie, mais en partie seulement. Et il n'a pas su le faire autrement que dans un discours populiste, un discours de fracture. Et je pense que c'est pas ce qui permet de construire une majorité politique. Ce que disaient en creux Elisabeth Lévy et Gilles Lavrol, Alexandre Chevalier, cette explosion de la droite classique qui suit l'explosion de la droite, la gauche, classique, ça risque de renforcer justement encore ces pôles, notamment pour la droite, le pôle à l'extrême. Ça renforce l'idée qu'il n'y a plus un pôle de gauche contre droite, mais il y a vraiment ce pôle progressiste contre conservateur, européen contre anti-européen, qui sont représentés vraiment par ce que disait déjà Philippe il y a quelques émissions sur le pôle Macron versus Le Pen. La difficulté, elle sera encore plus grande à droite pour les législatives, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plié le match. Il y a un Zemmour qui reste relativement faible, il y a des LR qui sont explosés aujourd'hui, mais qui ont toujours une valeur territoriale, avec un certain nombre de barons dans les territoires. On va se poser la question comment ces territoires, avec ces barons-là, vont réagir, puisqu'ils vont réagir non pas sur le désastre qui s'est passé là, mais ils ont déjà commencé à faire campagne, et j'en connais, sur la majorité départementale, sur la majorité régionale, sur la valeur du territoire. Et tout ça, c'est une recomposition qui risque de faire assez mal, et on voit très mal aujourd'hui qui pourrait être le leader de la droite. Il y a effectivement Laurent Wauquiez, il y a David Lisnard qui peuvent reprendre une partie des Républicains, il y a une partie des Républicains sociaux proches des idées de Philippe Séguin, comme Aurélien Pradier ou Jacob, ou ce qui reste aujourd'hui de Chirac. On se demande où ils vont aller parce qu'ils ne veulent pas non plus aller chez Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qui restera? Une espèce de petit socle comme ça d'ancienne droite, d'ancien monde, un peu en îlot, qui sera complètement dépassé par ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'interrogations, très peu de réponses, mais surtout il n'y a pas de leader. Et la droite effectivement était en panne de leader, et donc elle a fait tout ce micmac de congrès, de primaires, qui a pris énormément de temps pour sortir du chapeau au final Valérie Pécresse, qui pouvait être disruptive en tant que quelque chose de différent. On voit que ça n'a pas fonctionné du tout. Mais il n'y a plus de leader. Et ça, c'est le plus dur. Dans un pays qui a besoin de l'incarnation, qui a besoin du pouvoir, qui a besoin du chef, qui est très loin de ce qu'on a chez nous. Justement, on comprend très mal, depuis la Suisse, les questions d'incarnation. On comprend très mal la question du leader maximo tel qu'on l'a en France. Et là, je pense que malheureusement, la traversée du désert va être très longue. Alors avant de continuer là-dessus, Gérard Miller, on doit vous laisser nous quitter. Juste avant, un mot, votre pronostic pour le deuxième tour. À votre avis, qui sera président ou présidente des Français? Clavreuil, mais c'est vrai que je pense que ce sera serré. Je pense que Macron sera élu. Cela dit, pour répondre à Daniel Lévy, je pense que grosso modo, à peu près 10-11%
des électeurs de Mélenchon à la dernière présidentielle ont voté pour Le Pen. Là, on évoquait le chiffre de 20%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mélenchon a pris aussi au premier tour un certain nombre de voix à Le Pen. On a vu ça dans la précédente élection, dans des quartiers qui étaient le pénistes. Un certain nombre de gens ont voté. Je ne sais absolument pas ce que ça donnera. En tout cas, je suis d'accord avec vous qu'on ne sait pas qui sera le leader à droite. Au moins, peut-on dire que maintenant, clairement, il y a un leader à gauche et que c'est Mélenchon. Vous appelez ça la gauche, vous appelez ça le progressisme. Je n'appellerai pas ça le populisme au sens désagréable du terme. Je pense que la gauche a renoncé définitivement à la laïcité alors, parce que Mélenchon, excusez-moi, moi je n'oublie pas que Jean-Luc Mélenchon, je n'oublie quand même pas que Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Lévy, on prend juste congé de Gérard Miller qui lui aussi poursuit son marathon médiatique infiniment. Merci d'avoir été parmi nous. Je finis là-dessus parce que non, allez-y, vous avez tout le loisir. Jean-Luc Mélenchon a fait une très belle campagne, une très belle fin de campagne notamment. Et c'est vrai que, je me rappelle, un jour, ça a été cruel, il y avait un meeting de Jean-Luc Mélenchon et un meeting de Valérie Pécresse. Moi, je me rappelle, je me les suis enquillés comme ça l'un après l'autre. Je dois vous dire, c'était très cruel. Parce que Mélenchon, on a presque envie d'être d'accord avec lui, tellement il parle bien, il sait emmener les gens, il les fait marrer, etc. Mais moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas, si vous voulez, que Mélenchon a défilé avec des islamistes, qu'il a dragué, si vous voulez, tout ce vote-là, qu'il a totalement, que pour lui, la laïcité, c'est juste pour enquiquiner les musulmans. Je n'oublie pas ses sorties sur l'affaire Mera. Vous verrez que... Il a quand même fait cette sortie, excusez-moi. Vous verrez, il y a eu Papy-Voise, c'était 2002, je ne sais plus. Et puis, il y a eu Mohamed Mera en 2012. Et vous verrez qu'il y aura d'autres incidents. Voilà ce qu'il a dit. Alors moi, je suis navrée. Je n'oublie pas. Si la gauche c'est devenu ça, si c'est ça, s'il n'y a plus que cette gauche-là, eh bien je pense que notre pays a un gros problème. Voilà. Et la deuxième chose. Il n'y a pas que cette gauche-là, il y a une gauche universaliste, laïque. Oui, qui a rejoint Macron avec armes et bagages. C'est tout à fait logique. Je ne vois pas ce que ça a de logique, mais si vous voulez, parce que, excusez-moi, il se trouve, vous avez raison, c'est logique dans la mesure où la gauche ne parle plus aux classes populaires depuis très longtemps. Donc, effectivement, on ne voit pas bien. Alors, de nouveau, avec Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, vous ne leur parlez pas par ailleurs. Il y a une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est de la classe populaire. Oui, une partie. Alors ça, je demande à attendre les analyses électorales, parce que ce qu'on voyait jusque-là, c'est que justement, il y avait une grosse partie du vote Mélenchon qui était un vote bobo. En réalité, ça fait assez longtemps que le premier parti ouvrier en France, chez les ouvriers, c'est le Rassemblement national. Ça devrait peut-être, à un moment, poser un certain nombre de questions. Vous pouvez pas continuer à vivre sans eux. Vous pouvez pas continuer à faire comme si ces gens n'existaient pas. C'est ce que disait Guy, lui, si vous voulez. Et ça me semble important qu'il y ait une gauche dans ce pays qui, je pense, pour le débat démocratique, pour la vivacité, la bonne tenue du débat, qu'il y ait une gauche laïque et démocratique. Et personnellement, pour moi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, cette gauche-là, mais je regrette que Gérard Miller soit parti avant de pouvoir répondre à ça. Je vous laisse réagir, Philippe, mais j'aimerais entendre justement Céline Varra, représentante de cette gauche, parce que malgré tout, en Suisse aussi, une bonne partie de l'électorat ouvrier ou des classes populaires sont à l'UDC, donc qui est le parti nationaliste suisse. Et ça, justement, ce que disait Elisabeth Lévy, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger que la gauche, vos partis peut-être aussi, ne représentent pas suffisamment cet électorat. Bon, c'est ce qui s'est passé globalement en Suisse. Le Parti socialiste, depuis un certain nombre d'années, perd passablement à pratiquement toutes les élections, perd des sièges en faveur des Verts, souvent. Mais c'est quand même un constat. L'UDC perd beaucoup plus lentement et puis arrive quand même à se maintenir, notamment auprès c'est juste, certains milieux ouvriers, mais aussi des paysans, par exemple. Et puis moi, la question que je me pose en France, et c'est vraiment une vraie question, mais c'est vrai que si on estime que Mélenchon incarne la gauche, eh bien on a quand même un homme de 70 ans, de l'extrême gauche. Si c'est ça la gauche en France, moi je trouve un peu triste. Parce que vraiment, je trouve qu'on doit proposer une gauche en France, déjà peut-être un peu plus... C'est pas son âge qui est triste. Non, laissez-moi terminer. Déjà un peu plus féminine, avec, je trouve aussi... alors, il manque pas du tout d'énergie, c'est pas ça du tout la question, mais c'est qu'en l'occurrence, on a aujourd'hui un président de la République qui a 44 ans, 45 ans, donc qui est vraiment très jeune, un président qui va
peut-être entamer un deuxième quinquennat. Et puis, on a une gauche comme ça qui, effectivement, se meurt. C'est incroyable, vraiment, qu'une Anne Hidalgo arrive pas non plus à 5%. C'est incroyable. C'est vraiment un problème de s'en prendre à l'âge des gens. On s'en fiche complètement. C'est pas ce que j'étais en train de dire. Ah, si, un peu. Non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. C'est simplement qu'on parle de figures. On parle de figures extrêmement fortes. Et puis là, je trouve qu'en Suisse, on a cette chance, effectivement, avec un système qui n'est pas à la majoritaire, et ben, d'avoir une représentation qui est beaucoup plus grande. Et puis de voter, effectivement, de manière plus... pour des gens qui nous ressemblent davantage et pas une seule figure qui représente comme ça un espèce de monarque républicain. Voilà. Oui, mais est-ce que la France n'a pas un peu d'avance sur la Suisse et puis que, justement, le constat de, finalement, la gauche un peu fossoyeur, quand même, enfin, ou en tout cas préparant le terrain de l'extrême droite ou d'une droite populiste, ça ne va pas nous arriver dessus, même peut-être l'année prochaine. Je l'espère pas. Christian Lucher, justement, la gauche qui ne s'occupe plus des classes populaires. J'ai lu le programme de M. Mélenchon, ça fait peur. Il n'y a pas un parti de gauche en Suisse qui arriverait avec un programme aussi extrémiste. Même la jeunesse socialiste. Bon, la jeunesse socialiste, elle est anecdotique. Mélenchon ne l'est pas en France. Bon, elle lance des initiatives. Elle lance des initiatives, en général elle perd, mais quand on voit les gens qui siègent à Berne, au Parlement fédéral, à gauche, à quelques rares exceptions près, on a plutôt des sociodémocrates. C'est également vrai chez les Verts. Il y a des gens je dirais très raisonnables. Je ne vais pas passer la pommade à Céline Vara, qui est évidemment beaucoup trop à gauche, à mon avis, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se parler. Mais j'ai l'impression qu'au même titre que je peux dire que Mme Vara est une démocrate raisonnable, de gauche, elle dira à peu près la même chose de moi, de droite. Et là, j'ai l'impression qu'on a des gens, effectivement, qui sont extrêmement radicalisés. Moi, je suis désolé, le programme de Mélenchon me fait peur. Et si un programme comme ça était présenté en Suisse par un parti de gauche, ce parti ne serait pas élu au niveau fédéral, tout simplement. C'est probablement juste, oui. Gilles Clavreul, et puis... Philippe Val, justement, sur ce côté maintenant, deux fronts, l'un contre l'autre, avec évidemment Emmanuel Macron au milieu pour faire l'arbitre, et ça s'accentue pour les années à venir. Oui, alors d'abord, un dernier mot sur la gauche. La France est devenue une exception européenne, c'est-à-dire que c'est le seul pays, avec les Pays-Bas et la Grèce, où il n'y a plus de social-démocratie, pour ainsi dire. Il y a la formation sociale. Et encore, le PASOK est en train de se redresser tout doucement en Grèce, tout doucement. Mais donc on est dans une situation unique. C'est-à-dire que dans tous les pays européens, où à un moment donné, il y a eu cette crise du choix, en gros, entre une ligne réformiste, social-démocrate, et une ligne plus contestataire, à chaque fois, la ligne réformiste a réussi finalement à s'imposer et même à accueillir, dans le cas des pays d'Europe du Nord, des problématiques nouvelles et montantes et très importantes. Elisabeth Lévy pour les classes populaires, en effet, l'immigration, la sécurité, les problèmes de fracture territoriale, je pense par exemple au Danemark, c'est également le cas de la Suède, donc c'est possible. Donc ça peut arriver, mais en France, ça ne s'est pas produit, pour les raisons que j'ai dites, et en effet, la droite modérée va rencontrer le même problème, c'est-à-dire qu'elle meurt, mais elle ne meurt pas tout à fait, comme tu le disais très bien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours une armature d'état-major, il y a des cadres, il y a des élus, et à partir de là, avec en plus le système de financement de la vie politique, ça ne meurt pas tout à fait. Mais le problème le plus important n'est pas, malheureusement pour elle, l'état de la gauche institutionnelle, le problème, c'est l'état de la France. Et quelle que soit l'issue du scrutin la semaine prochaine, dans 15 jours, et bien sûr, en espérant pour moi que ce soit Emmanuel Macron qui soit réélu, il va falloir trouver un moyen d'élargir la majorité pour faire quelque chose d'autre que remporter les élections, pour construire une alliance avec de nouvelles parties de la population qui aujourd'hui ne se sentent pas représentées, ont l'impression qu'on les convoque tous les 5 ans, qu'on n'écoute pas ce qu'elles ont à dire, ni leurs protestations, ni leurs espoirs. Et si on repart comme ça, avec en plus, par les hasards du calendrier, une période de 4 ans pendant lesquelles on n'aura pas d'élections locales, on va avoir juste les européennes, mais qui n'ont pas de vocation à rebattre les cartes démocratiques, on va avoir un sérieux problème démocratique. Donc là, il y a un enjeu très très fort de reconstruire, de retrouver une base sociale à la direction politique du pays. Aujourd'hui, ça, c'est une vraie faiblesse. Alors, je vous juste parce que, Elisabeth, allez-y, parce que vous devez partir bientôt, voilà. Donc après, je vous donne la parole. Il ne s'agit pas seulement, vous avez raison, il s'agit de les représenter, il s'agit surtout d'arrêter de leur donner des leçons de maintien, d'arrêter de leur dire, vous pensez mal, vous ne comprenez rien aux beautés du nouveau monde, aux beautés du multiculturalisme. Il s'agit, et quand vous pensez que le Parti socialiste a choisi comme candidate, si vous voulez, alors vous allez me dire, c'était une femme, mais moi, je me fiche complètement que les candidats soient
soient des hommes ou des femmes, mais alors à un point considérable, qu'ils ont choisi comme candidate la maire de la ville la plus riche du pays. Et d'ailleurs, on aurait dû se demander, au moment où le Parti socialiste est devenu le gestionnaire de toutes les villes les plus riches de France, le seul qui n'avait pas jusqu'à une date récente, c'était Marseille, qui est la seule grande ville, plutôt, ou disons la plus pauvre des grandes villes françaises, si vous voulez. Toutes les villes très bourgeoises étaient passées à gauche. Ça aurait quand même dû poser un certain nombre de questions. Et moi, je vous dis que les leçons de morale et le prêchi-prêcha vont finir par produire des explosions vraiment de révolte dans ce pays. Les gens en ont ras-le-bol qu'on leur fasse la morale, qu'on leur dise « Ah, mais vraiment, vous ne comprenez rien, vous êtes des ploucs ». Ça suffit vraiment. Et je pense que c'est très grave de continuer comme ça à mépriser une partie de la population parce qu'elle veut, vous savez, il y a ce sociologue américain dont le nom m'échappe, David Goodall, qui fait la distinction entre les nowhere et les somewhere, les gens enracinés, les gens, si vous voulez, les sauts de frontières, etc. Eh bien, il faut s'occuper, et il faut répondre, et il faut entendre les gens qui veulent de l'enracinement, qui veulent du rapport au passé. Ceux-là, il faut les entendre, voilà. Et un mot avant que vous... Je lance un appel aussi à mon voisin, puisque, je veux dire, je sais que ils vont être dans l'entourage d'Emmanuel Macron, effectivement, je ne sais pas qui sera élu, donc un jour ce sera beaucoup plus serré, effectivement. Mais je pense que c'est très important pour la France. Je me fiche un peu des camps politiques, si vous voulez, mais moi, je vois que ce pays va vraiment mal, et ça m'inquiète beaucoup ce qui va se passer pendant ces 5 ans. Mais si on continue sur cette lancée, ça va être un désastre. Et avant de quitter, Éric Zemmour disparaît ? Je ne crois pas, non. Après, je ne crois pas, vous savez, je veux dire, on a vu des gens revenir... vraiment des un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ah, oh, merci Philippe. Non, je ne crois pas. Je crois qu'Éric Zemmour a d'abord construit un parti qui est plutôt... Il a en tous les cas une force militante, je crois que beaucoup de gens peuvent lui envier. Et par ailleurs, non, comment il faut un peu les jetons, sa force militante. Elle fait un peu peur, sa force militante. T'as déjà mis les pieds à leur meeting? J'ai vu, oui. Bon, non, mais franchement, c'est des gens... Alors, je vais te dire, ce que tu pourrais trouver, c'est qu'ils sont vraiment très bien élevés. C'est vraiment la droite, moi je les ai vus. Non, mais si! Non, mais franchement, tu peux aller chercher 3 fachos, tu peux toujours les agiter comme ça. Si tu penses que c'est ça qui a fait un parti avec 150 000 adhérents aussi vite, franchement, c'est absurde. Mais c'est absurde! C'est encore une fois, c'est la même erreur. C'est-à-dire que si vous commencez à nazifier, à fasciser... Ah, j'ai pas dit ça. Ben, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'il faisait un peu peur, c'est tout. Mais ben moi, ils ne font pas peur, en tous les cas. Et je ne pense pas qu'ils disparaîtront. En revanche, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille. Je pense qu'il va y avoir une très grosse... Oui, écoute, des nazis qui soutiennent un juif séparade, c'est quand même très nouveau. Non, mais justement, je dis le contraire. Ah, pardon. Enfin, pardon, j'ai pas entendu, pardon. Non, déjà Poutine qui dit que les Ukrainiens ont eu un nazi juif, donc c'est impossible, enfin 70%. Bon, voilà. Donc je dis juste que non, je crois, je vous dis, il va y avoir une grosse bagarre à droite, mais moi je pense qu'il jouera un rôle. Je pense encore une fois qu'il a mis dans le débat des choses que les autres sont obligés, dont les autres vont être obligés de s'emparer. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ces sujets-là aujourd'hui. Gilles Claverol vient d'ailleurs de le dire. Mais donc la droite extrême, ou la droite en tout cas plus à droite que les Républicains, va continuer de se diviser. Les Républicains, c'est fini, c'est mort. Alors la recomposition, elle ressemblera à quoi selon vous? Là, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas qui va... Mais qui il y va aura un pôle qui va aller chez peut-être Macron. On va recommencer, si vous voulez, en gros, l'UDF, l'espace politique de l'UDF qui est un peu occupé par Emmanuel Macron, c'est tout à fait logique, ces gens-là vont aller chez Macron, ils ont bien raison. Moi, je ne suis pas du tout choqué, ils partagent leurs idées, sa culture, si vous voulez, donc... et ensuite, il y a un autre pôle, et ça, si vous voulez, il va y avoir une grosse bagarre pour qui va en prendre la tête. Je pense que les législatives... Entre Marine Le Pen, Marion Maréchal et Éric Zemmour. Voilà, on va voir, si vous voulez, je vous ai cité Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, vous avez quand même un paquet de gens. Donc Laurent Wauquiez, il quitterait les Républicains pour partir. Je vous dis que les Républicains, c'est fini. Je veux dire, ça n'existe plus. Demain, les Républicains, c'est mort. Non? Ah oui, je pense que c'est foutu. Voilà. Alexandre Chevalier, c'est foutu. Bon, il faut qu'on vous laisse partir. On vous laisse partir, Elisabeth Lévy, et puis on continue. La structure voilà, est foutue. Vous pouvez y aller. La structure est foutue comme l'UMP merci à vous, vraiment, et bonne soirée, bonne fin de soirée. Comme l'UMP a changé de nom, comme la droite régulièrement mute, change de logo, change de nom.
change de logiciel. À nouveau, c'est très dur de dire que ça disparaît parce que ça fait déjà depuis 2017 qu'on nous disait que ça devait disparaître. Et puis, il y a le poids de l'inertie de la structure. Ça, c'est quelque chose dont c'est pas très politique, c'est pas très vendeur, mais en politique, ça existe. C'est le poids de la structure et son inertie. Et lorsqu'on pèse autant localement, lorsque la soupe est toujours bonne localement, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à la politique nationale. Il y a beaucoup de gens qui sont bien dans leur mairie, qui sont bien dans leur département, qui sont bien dans leur région. Et du coup, si on leur offre un cadre... Alors, qu'on soit clair, le nom Les Républicains, c'est fini. Probablement, c'est fini. Il y aura quelque chose qui va se refonder. On refondera la droite pour la xème fois en France. On changera le nom du parti. Mais on gardera l'essentiel, notamment des élus locaux. Parce que, comme disait Gilles tout à l'heure, c'est le problème des partis de notables. Et c'est le problème de ces partis d'élus. Et ces élus, ils sont là encore pour un moment. Donc, on recommence un peu avec les mêmes, on changera un peu le logiciel. Par contre, on va changer toutes les têtes. Là, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes que vous voyez plus ou moins proches, qui sont des personnalités, elles vont disparaître demain matin. Et donc, elles seront remplacées plus ou moins avec des vieux de la vieille qui seront quand même là. Tout ça, c'est un jeu politique qui prend du temps. Et donc, au niveau national, oui, il y aura un problème. Après, il y aura une espèce de résistance, de poche de résistance, qui est le Sénat. Je me demande comment vont réagir les sénateurs de droite et du centre qui sont encore majoritaires et qui le seront encore un moment, puisque je vous rappelle que les sénateurs en France sont élus par oui, puis surtout sont élus par un collège d'élus locaux. Et donc ces élus locaux viennent d'être renouvelés. Donc tout ça va coexister. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tabula rasa. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que disait Elisabeth Lévy là-dessus. Il n'y a pas tabula rasa, on réinvente et en fait on vire tout le monde, on recommence. Non, tout ça, ça coexiste. Ça complique les choses dans un système comme en France où on a besoin d'incarnation d'un vrai leader. Le problème de la droite, et je le redis, elle n'a pas de leader, elle n'en aura pas pendant un moment. Et c'est ce qui sauve notamment, je pense, la droite en Suisse, c'est de ne pas avoir ce besoin du leader maximaux, mais d'avoir quand même un certain nombre de représentants, des idées, des partis qui tiennent. Et aussi le système proportionnel, c'est très important. Ce qui sauve aussi les partis, mon cher Christian, c'est aussi la proportionnelle. Parce que sinon, on aurait déjà vu... J'ai dit ça en début d'émission. Absolument. Ce qui va se passer, on va écouter Jean-Marie Le Pen. Donc, il nous a accordé cette réaction de Saint-Cloud, de son pavillon de Saint-Cloud. On l'écoute maintenant. Marine Le Pen, pour faire battre M. Macron, car c'est cela qui me semble devoir être le mot d'ordre du deuxième tour. Empêcher le pire, empêcher la continuation d'une décadence mortelle. Ma petite fille a pris ses dispositions selon ses penchants personnels. Ce n'était pas déshonorant de voter pour Éric Zemmour, c'était étonnant de la part de quelqu'un qui était relativement proche et qui aurait peut-être pu consulter avant de se décider à ce qu'elle croyait une bonne affaire. Bon, bref, ne pleurons pas sur le lait répandu. Eh bien, je pense qu'elle doit regretter et il lui sera pardonné. Il lui sera beaucoup pardonné. Mais les différends font partie des règles de la vie. Ce sont les déroulements des vies humaines qui sont faites de haut et de bas, de contradictions. Le problème, c'est que l'avenir appartient à ceux qui les résolvent, à ceux qui sachent faire l'union au moment où celle-ci est nécessaire et utile. Parce que pour moi, en tout cas, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, j'avais demandé que l'on vote pour Marine, et bien que je l'estime pour un certain nombre d'autres candidats, en particulier Éric Zemmour. C'était Jean-Marie Le Pen qui nous parlait de son pavillon de Saint-Cloud et il est temps maintenant de rendre l'antenne. Avant, j'aimerais vous entendre chacun avec votre pronostic et peut-être un mot conclusif. Que va-t-il se passer pour le deuxième tour? On commence avec vous, Philippe Val. Bon, les chiffres incitent à penser que Macron va gagner, mais bon, on n'est jamais sûr de l'avenir. L'avenir est par définition imprévisible. Et il ne faut pas démobiliser. Il ne faut pas démobiliser les gens. Mais de toute façon, ça va être très intéressant. Il faut au moins se dire ça. Ça va être passionnant à suivre. Les gens vont... Plus ils s'intéressent à la politique, mieux ça vaut en ce moment. Donc là, ça va être intéressant. Politique spectacle à la française. Alexandre Chevalier.
Pronostic? Alors après les paroles de Maître Valls, je vais citer Maître Yoda, en mouvement est l'avenir, et donc qui sait, les sondages d'avant premier tour donnaient quasiment à 50-50 une marge d'erreur. Une campagne de second tour, elle démarre vraiment à la fin du premier, donc je pense que ces sondages-là valent pas grand-chose, même les sondeurs le disent souvent. Il y a un doute aujourd'hui, probablement Emmanuel Macron va gagner, mais je crois que la bataille qui s'engage, celle de la gouvernabilité, et celle-là, elle ne sera pas au second tour, elle sera aux législatives. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, on aura des élections législatives qui sont extrêmement intéressantes pour savoir quelle majorité se dégage. Et peut-être pour la première fois, la Ve République, qui devait donner toujours des majorités claires, le fera plus forcément. Et on aura peut-être des majorités composites qu'on connaît dans d'autres pays, comme en Italie, en Suisse et ailleurs, où peut-être, enfin, la politique française devra peut-être faire un peu de suicitude et apprendre à faire des compromis, et apprendre à se parler, comme on l'a vu ici, où on se parle toujours, quel que soit le bord politique. Vœux pieux, parce que les compromis, pour l'instant, c'est plutôt effectivement les forces d'opposition. Christian Lucher, votre mot conclu, enfin, votre pronostic d'abord, et puis mot conclusif. On l'a déjà dit en début d'émission, mais tant que c'est le peuple qui, tous les 5 ans, élit le président, ça me semble très compliqué d'arriver à un système de compromis. Moi, je pense que Macron sera élu, sauf s'il essaye, et ça a été dit tout à l'heure, sauf s'il essaye de plaire aux électeurs de Mélenchon. Je pense que ce serait une grave erreur. C'est, à mes yeux, plutôt un président de centre-droite, et je pense qu'il doit plutôt se profiler à droite, parce que c'est là qu'il peut faire les voix. S'il essaye de faire du Mélenchon, alors à mon avis, Marine Le Pen aura une chance, mais à la fin du compte, j'ai le sentiment, je ne suis pas du tout politologue, et je ne suis pas un grand spécialiste de la politique française, mais je pense que M. Macron va gagner. Céline Barra, c'est votre avis aussi? Oui, je pense qu'Emmanuel Macron va gagner. Je l'appelle de tous mes voeux. Je dois dire que ça n'aurait pas été le candidat pour lequel j'aurais voté si j'avais pu voter en France. Mais si on doit choisir entre les deux, eh bien, comme on dit chez moi, on prend le moins pire. Et en l'occurrence, je pense vraiment que les chiffres sont assez clairs, qu'on va se diriger plutôt vers une élection pour M. Macron. Mais je dois aussi dire que la question des législatives, elle est quand même vraiment très importante. Et puis finalement, cette élection présidentielle, elle avait valeur surtout pour les législatives, puisque maintenant, c'est ça qui va compter aussi. Et c'est la couleur politique, et c'est des valeurs, et c'est les programmes, j'espère, enfin, qu'on va mettre en avant. Gilles Clavreul, vous alliez participer justement à ces législatives, vraisemblablement dans les rangs macroniens, si Emmanuel Macron est élu. Chaque chose en son temps, rien n'est jamais acquis pour continuer en poème comme Philippe tout à l'heure. Et en chanson, non, très sérieusement, il faut respecter le temps du débat démocratique. Ceux qui ont d'ailleurs eu des frustrations sur une campagne qui, il est vrai, a été très morose, assez courte, et qui n'a pas permis d'aborder un certain nombre de sujets, c'est le temps de le faire, c'est maintenant. Et j'attends, je crois qu'on est un certain nombre à attendre du président de la République qu'il dise sa vision de la France pour les 5 prochaines années, et qu'il montre l'ampleur de la différence qu'il y a. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de flétrir la logique populiste de Marine Le Pen. Elle l'est, mais il s'agit surtout d'embarquer les Français dans un projet qui puisse les rassembler. La question des 5 prochaines années, c'est l'unité nationale. Ce n'est pas Marine Le Pen qui peut la faire. Mais est-ce que Emmanuel Macron peut la faire aussi? En tout cas, vu l'état des forces, encore une fois, aujourd'hui, on a quand même des doutes, même s'il triomphe dans 15 jours. Que ça puisse se réaliser, ça. Encore une fois, par rapport à ses prédécesseurs, depuis l'instauration du quinquennat, c'est le premier président qui est en bonne position pour être réélu. Je rappelle ce qui s'est passé mais même s'il est réélu, est-ce qu'il va fois. Réussir à apaiser le pays, justement, pendant les 5 prochaines années? On va voir, mais en tout cas, il a fait montre. On aura des gilets jaunes dans la rue. Oui, justement, cet épisode est intéressant. Il y a eu les gilets jaunes qui a montré l'ampleur des fractures dont on parlait tout à l'heure, sociales, territoriales, etc., culturelles. Et clairement, ça a pris Emmanuel Macron et sa majorité au dépourvu par rapport à certaines choses qui étaient ambiguës ou des intentions politiques qui n'étaient pas claires. Emmanuel Macron, de façon très personnelle et je dirais assez originale, a su renverser la vapeur à un moment où tous les commentateurs les plus sérieux, les plus modérés disaient il est vraiment dans un état de fragilité extrême. Eh bien, il a su, en inventant littéralement le grand débat national, renouer le lien qui doit unir en France, et c'est quelque chose de très important, la tête de l'exécutif au peuple français directement. Et si j'avais un message à lui faire passer, c'est la phrase de Philippe Séguin au seuil de l'élection de 1995 à Jacques Chirac. C'était, je crois, le 2 avril 1995 à Épinal. Il se tourne vers Chirac et il lui dit « Jacques,
pense à ce peuple. Voilà. Et ben, je crois que c'est exactement le programme, si ça n'est que ça, le programme politique du prochain quinquennat, ce sera un très beau programme. Merci beaucoup. Ça sera des mots conclusifs, puisqu'il est temps maintenant de nous quitter. Le point sur cette élection spéciale en France. Premier tour spécial présidentiel, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour le deuxième tour, qui verra soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen l'emporter, devenir président ou présidente des Français. En attendant, bonne semaine et merci d'abord à tous, tous ceux qui ont participé à ce plateau ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de bonnes semaines avant de se retrouver à Genève, cette fois pour un point spécial présidentiel bis pour l'élection présidentielle. Au revoir.